Cyril Cousins va nous faire une conférence sur une introduction à l'endocrinopsychologie. Et nous avons bien sûr le plaisir de le recevoir. Donc, Cyril Cousins fait partie de l'Institut Gauthier du Chazot, qui est un institut qui a été monté récemment, qui porte le nom de deux scientifiques, on va dire. Le docteur Jean Gauthier d'abord, qui est à la base de cette science et qui a fait des découvertes sensationnelles qui ont révolutionné la médecine et que Cyril vous expliquera en détail. Et ensuite, évidemment, Jean Duchazot, qui est son héritier, son fils spirituel, et qui a repris ses travaux en les arrangeant et qui a écrit lui-même un certain nombre de livres que vous citera probablement Cyril Cousins. Je vais lui laisser la parole pour cette conférence. Et bien voilà, donc me voilà pour vous présenter cette petite conférence au sujet de l'endocrinopsychologie. Je vous remercie non pas d'avoir fait le déplacement, mais d'avoir pris le temps de vous connecter pour nous écouter. Je remercie également Amfortas et son équipe de nous avoir invités sur leur forum. Je dis nous parce que je tiens à préciser que je remplace simplement et en toute modestie Jean Duchazot, qui ne pouvait pas venir ce soir, et c'est donc en tant que l'un de ses simples élèves que je vais tenter de vous dresser un petit topo de l'endocrinopsychologie. Alors je crois que la règle du jeu c'est de discourir pendant 30 à 45 minutes et pour utiliser la juste expression, je vais me livrer ensuite au jeu des questions-réponses et tenter d'y répondre au mieux. Donc voilà pour la petite intro. Alors donc tout d'abord, pour commencer, on ne peut pas parler d'endocrinopsychologie sans faire un bref rappel de ce qu'ont été les vies de Jean Gauthier et de son successeur Jean Duchazot. Tant celles-ci ont été le point de départ de ces recherches. En fait, Jean Gauthier est né à la fin du 19e siècle, en 1891, pour être précis, dans une famille de médecins. Alors, l'atavisme familial, l'hérédité, fit qu'il ne voulut évidemment pas être plombier, mais poursuivre évidemment la voie de ses prédécesseurs. Seulement voilà, Jean Gauthier est né en fait avec une hypothyroïdie congénitale. Alors je vais expliquer plus tard ce que c'est qu'une hypothyroïdie congénitale. En fait, cette maladie, on peut appeler ça une maladie, fut, on va dire, et l'obstacle de sa réussite et en même temps le point de départ de son génie. Cette hypothyroïdie congénitale entraînait chez lui un certain retard en fait, dans l'apprentissage, des difficultés de mémorisation, une légère dyslexie, un retard adaptatif, et ce qu'il a d'ailleurs poursuivi pendant une bonne partie de ses études. Et comme je le disais, il était étudiant en médecine. Et grâce à ses études, rapidement, il ne tarda pas à faire le lien avec son hypothyroïdie, qui était, rappelons-le tout de même, un phénomène plutôt méconnu à l'époque. Et en fait, il remarqua ce lien lorsqu'il fit cette remarque qu'il pouvait sensiblement augmenter ses capacités intellectuelles par la prise d'extraits thyroïdiens. C'est-à-dire qu'il prenait de la thyroïde animale, de jument, je crois, si mes souvenirs sont bons, dans des doses de plus en plus importantes, jusqu'à sa complète guérison, et jusqu'à devenir le génie que l'on sait, enfin du moins que je sais, et que certains peut-être savent. Et ce fut d'ailleurs le point de départ de sa réflexion. Il se disait simplement cette simple question: comment est-ce possible que je puisse me transformer, augmenter mes capacités intellectuelles et acquérir des facultés censées provenir du cerveau en n'ayant pratiqué des soins que sur mon système endocrinien et a fortiori plus précisément ma thyroïde. Voilà donc le point de départ de ses recherches. Donc il aura pendant toute sa nouvelle vie, en plus d'écrire ses nombreux livres et articles, fait un immense travail de synthèse en regroupant les travaux de différents chercheurs, des endocrinologues, des médecins, différentes expérimentations de laboratoire. Et donc en plus de ça, au cours de sa vie, il expérimenta diverses méthodes de traitement du système des glandes endocrines, comme par exemple la darsonvélisation, qui est une méthode de soin par les champs magnétiques dont je vais parler tout à l'heure. Et également l'opothérapie. L'opothérapie, donc c'est la méthode dont j'ai parlé à l'instant, qui est la méthode de soin par la prise d'extraits glandulaires. Alors Jean Gauthier, lapsus, eut donc sa propre clinique avant la guerre à Bordeaux,
Et c'est d'ailleurs dans le cadre des soins qu'il prodiguait à ses patients qu'il fit la rencontre en 1961 de Jean Duchâteau. Car figurez-vous justement que celui qui allait devenir l'héritier de Jean Gaultier, donc du docteur Gaultier, Jean Duchâteau, allait avoir justement un parcours similaire. Il souffrait effectivement d'une arythmie cardiaque, et donc après avoir essayé de multiples méthodes, il avait vu plusieurs cardiologues, il y a eu des tonnes de médecins. Jean Duchâteau, donc suite à un contact, je crois, des revues qu'il avait lues, donc c'est son père, à Jean Duchâteau, donc avait fait la connaissance du docteur Jean Gaultier, et donc ils avaient décidé d'aller consulter. Et la première visite, la première consultation, Jean Gaultier directement diagnostiquait l'hyperthyroïdie de Jean Duchâteau. Bon, c'est déjà la première fois qu'on lui disait ça. Et ensuite, voilà, commença le traitement, donc la prise d'extrait glandulaire. Il soignait à cette époque-là encore par l'opothérapie. Et en à peine 6 mois, Jean Duchâteau était guéri. Plus d'arythmie. Et donc ce fut là le point de départ de sa passion naissante. Tout comme Jean Gaultier. Bon, ensuite, ils se sont liés d'amitié. Jean Gaultier n'ayant pas d'héritier, c'est tout naturellement Jean Duchâteau qui allait prendre le relais en ouvrant son propre cabinet. Donc ça, c'était en 77, si mes souvenirs sont bons. Et par un curieux effet de la providence, je vais dire, il put même remettre au goût du jour la darsonvalisation qui était préconisée par Jean Gaultier avant-guerre. Et ça, c'est en 1984. Donc c'est une méthode qui est devenue d'ailleurs maintenant, donc ici à l'heure actuelle, au fil du temps, sa méthode de soins exclusive. Chaque semaine, des tonnes de personnes qui se pressent devant chez lui pour en retirer les effets bénéfiques. Et donc ça lui fait quand même une belle patientèle. Et donc par la suite, pour continuer l'historique, c'est suite à notre rencontre début 2010 que nous avons décidé de monter l'association qui s'appelle l'Institut Gaultier-Duchâteau, Gaultier comme docteur Gaultier et Jean Duchâteau comme lui, et de proposer par là même la formation de personnes désireuses d'exercer ou simplement d'en savoir plus pour être parmi, je vais dire, les pionniers de cette nouvelle science. Je dis pionnier, même si ça existe quand même déjà depuis un sacré bail. Malheureusement, ça n'a pas pris l'essor espéré. Donc voilà pour l'historique rapide. Donc j'en reviens au point de départ des recherches avec ce constat émis par Jean Gaultier. Ce constat, c'est donc l'antériorité du système hormonal par rapport au système nerveux. Alors rassurez-vous, c'est peut-être un petit peu technique ici de prime abord, mais on va essayer d'expliquer ça le plus simplement possible. Et donc, je disais l'antériorité du système hormonal par rapport au système nerveux, c'est bien le système glandulaire qui est le premier par rapport au cerveau et au système nerveux. Le cerveau n'est pas du tout celui qu'on pense. Il n'est pas du tout l'organe directeur tel qu'on nous l'a toujours présenté. Et aujourd'hui encore d'ailleurs. Il est seulement, pour reprendre les mots de Jean Duchâteau, une géniale boîte à mémoire. Alors si vous souhaitez le comparer à un ordinateur, on peut comparer ça au disque dur. Un disque dur ultra performant. Mais pas du tout le processeur. Alors voilà, dit comme ça, ça peut paraître tout à fait invraisemblable, mais sachez que quantité de preuves existent pour qu'il dispose d'un minimum d'esprit de synthèse et qui est capable aussi de remettre des dogmes en question. Je pense pour les preuves les plus marquantes à des ablations totales du cortex cérébral qui ont été effectuées chez les chiens. Donc, je crois que ça c'est dans les années 30. Expériences notamment qui ont été faites par Zelioni, également par Metzner. Enfin moi il y a eu plusieurs laborantins comme ça qui avaient fait ces expériences. Et donc on avait donc pratiqué une ablation totale du cortex cérébral, donc du cerveau en fait chez des chiens. Alors au bout de plusieurs jours, ceux-ci récupéraient, je vais dire, la quasi-totalité de leur sang. Alors évidemment, je ne vais pas dire que ces chiens respiraient la santé non plus. Mais quand même, ils avaient tous recouvré le goût, l'odorat, la vue des contrastes. Ils voyaient la lumière, les côtés sombres, la lumière et le toucher. Avec toutefois une certaine lenteur, le relais n'étant plus assuré par le cerveau.
Donc sous peu, d'ailleurs, je publierai également toutes les expériences dont je viens de vous parler, avec les dates, les noms, les photos. Tout ça, nous allons publier sur le site de l'Institut qui s'appelle endocrino-psychologie.org. Et donc toutes ces preuves, je disais, je dirais même plutôt tous ces facteurs invalidants, hein, parce que tous les faits que nous donnons sur notre site internet sont peut-être pas des preuves en tant que telles, mais ce sont des faits qui annulent tout bonnement les vérifications des dogmes scientifiques actuels. Et alors, c'est ça que je disais tout à l'heure, c'est qu'avec un minimum d'esprit de synthèse, on peut faire le lien entre toutes ces preuves et se rendre compte que finalement, il y a peut-être des choses à remettre en doute. Donc je disais que toutes ces preuves existent, elles sont bien répertoriées sur notre site internet, donc je ne vais pas m'éterniser maintenant dans l'argumentation, je vais passer plutôt au concret, hein, vous exposant les points qui me semblent être les plus parlants. Alors, pour bien comprendre le bien fondé de la théorie, il faut tout d'abord en fait parler du cerveau. Alors de tout temps, le cerveau, on l'a toujours fasciné, les hommes de science, et on lui a attribué toutes les fonctions humaines, hein, comme par exemple l'intelligence, le sommeil, la sexualité, la faim, la soif, etc. C'est un peu logique parce que le cerveau est un peu à la base de notre perception de ce qui nous entoure. C'est-à-dire que vous avez le cerveau, les yeux sont devant, les oreilles sur les côtés. Bref, c'est un petit peu, il est vraiment à la base de notre perception des choses. Mais le souci, c'est que comme souvent, mais on a posé le dogme sans le remettre en question. Il semblait logique que le cerveau était l'organe directeur, le programmeur, mais seulement tout le nœud du problème se trouvait dans la méthode même, qui est l'expérimentation scientifique. Parce qu'à partir du moment où on pose le dogme et on en retire simplement les effets, mais évidemment, sans savoir si le dogme est vraiment vérifié, on ne peut aller que vers l'incertitude. Alors j'espère pouvoir y revenir tout à l'heure et que je pourrai réaborder ce point dans les questions-réponses parce que le problème de l'expérimentation scientifique est quelque chose de... C'est vraiment une clé pour bien comprendre. Alors, la preuve par l'expérimentation est en soi louable. Hein. Le but ici n'est pas de remettre complètement en doute l'expérimentation scientifique, mais il faut savoir que la preuve par l'expérimentation n'est valable que dans un seul et unique cas. C'est lorsque vous êtes certain, absolument certain, que tous les facteurs sont absolument connus et non changeants. Sinon, les liens de cause à effet s'en trouvent tout naturellement tronqués. Ça paraît peut-être idiot ou naïf comme remarque, mais il faut savoir que la base de la preuve scientifique se trouve dans cette méthode. Or, celle-ci ne peut pas du tout s'appliquer aux vivants, dont les facteurs par définition sont changeants. C'est comme vous mettre, bon, je vais prendre un exemple peut-être un peu idiot, mais c'est comme vous mettre à un côté de l'océan Pacifique. Vous mettez à un côté de l'océan Pacifique, vous laissez tomber une pierre dans l'eau, et vous essayez de prévoir l'onde que cette pierre va provoquer de l'autre côté de l'océan. C'est du même acabit, c'est la même chose. Il y a tellement de facteurs qui viennent perturber la chose qu'on ne peut pas prévoir. On ne peut pas prévoir tout ce qui va se passer. La raison pour laquelle, on va encore en parler ici pendant la conférence, ce sera toujours le principe d'équilibre qui va prévaloir sur le principe de causalité. Alors, pour le cerveau, qu'est-ce qu'on a fait pour simplifier, par exemple, on supprimait tel ou tel noyau dans le cerveau, ou alors on faisait une lésion lors des expérimentations sur tel ou tel noyau du cerveau, et la fonction qui lui était correspondante disparaissait. Donc forcément, la conclusion ne se faisait pas attendre. Voilà, oui, si il y a une lésion à tel endroit du cerveau et qu'ensuite la fonction qui lui est correspondante ne fonctionne plus, forcément, c'est que cet endroit du cerveau est l'organe directeur de telle fonction. Mais on peut rétorquer très facilement à cet argument. Comment est-ce possible alors qu'une personne ayant subi à tel endroit une lésion rendant cette partie du cerveau inopérante, comment est-ce possible que cette personne récupère ses capacités au bout d'un moment? Ah oui, c'est ce qui s'est passé, parce qu'il y a des personnes, il y a des expériences comme ça qui ont été faites dans le passé, des personnes pour lesquelles on a dû enlever une partie du cerveau lors d'un grave accident, des choses comme ça, et ces personnes ont retrouvé les capacités qui étaient censées s'y trouver dans cette région.
Cette seule remarque invalide tout le raisonnement. En réalité, les centres du cerveau, qui est, rappelons-le, simple disque dur, ne sont même pas spécifiques. Quand une lésion est subie, l'enregistrement simplement se fait ailleurs. C'est comme si vous avez vos dossiers sur votre ordinateur, s'il y a des dossiers qui ne sont plus utilisables, eh ben, on enregistre dans un autre dossier. Simplement, c'est pas plus compliqué que ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le cerveau et les organes des sens ne font qu'un. Ce ne sont qu'un système. D'ailleurs, tout commence à l'embryon. Hein, lors de leur formation, ils viennent tous d'un même feuillet embryonnaire, hein, qui s'appelle l'ectoderme. Donc ils sont tous, donc le cerveau et le système nerveux sont formés en même temps. Le cerveau est la centrale enregistreuse des organes des sens. Alors, un phénomène important et en même temps très simple à comprendre va illustrer un petit peu ce que je viens d'expliquer, c'est la loi de la réversibilité. Hein, donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si on est capable d'effectuer un enregistrement donc, qui part de l'organe des sens, mettons le toucher, vous touchez quelque chose, ça part au cerveau, ça enregistre l'information, la loi de la réversibilité veut que le chemin inverse est possible. Donc, si on stimule une partie du cerveau pour vouloir faire renaître la même sensation dans l'organe des sens, est tout à fait possible. C'est la loi de la réversibilité, mais seulement ça ne prouve rien. Tout ce que ça prouve, c'est que cette donnée a bien été enregistrée. À nouveau, on utilise ces phénomènes comme preuve. Hein, on titille telle partie du cerveau, donc voilà, il y a telle fonction qui se met en route, alors que ça prouve rien du tout. Je vais reprendre l'exemple de l'ordinateur parce que c'est peut-être le plus parlant. C'est comme vous avez par exemple devant vous un fichier Excel, un fichier Word. Vous tapez votre fichier, vous l'enregistrez dans un dossier, vous le fermez, vous allez ensuite dans le dossier, vous double-cliquez sur votre fichier, il apparaît à votre écran. Qu'est-ce que ça prouve? Ben, ça prouve que votre fichier est enregistré dans votre ordinateur. Ça prouve pas que c'est votre ordinateur qui a tapé votre fichier. Là, le raisonnement est exactement le même. Et par contre, maintenant, essayez d'effectuer le moindre enregistrement dans le cerveau sans hormone thyroïdienne, et là, vous verrez que c'est impossible. C'est l'hormone thyroïdienne qui va, suite à une sensation, fixer l'information dans le cerveau. Toutes les preuves ont été faites que sans celle-ci, aucun développement n'est possible, aucune adaptation. Celle-ci constitue vraiment, c'est le marqueur qui va aller s'imprimer dans le cerveau. Si vous prenez un électroencéphalogramme, hein, il est connu, ça c'est connu par la science classique, que par exemple un hyperthyroïdien a un rythme alpha. Donc le rythme alpha, lors d'un électroencéphalogramme, c'est le rythme de veille. Vous avez le graphique avec la petite onde dessus, ça c'est le rythme de veille, c'est le rythme alpha. Alors vous avez l'hyperthyroïdien, donc celui qui a une thyroïde qui fonctionne beaucoup, à un rythme de veille, donc un rythme alpha qui est beaucoup nettement accéléré, on va dire, par rapport au rythme normal. Alors que l'hypothyroïdien, par exemple, lui, est nettement diminué. Alors l'hypothyroïdien congénital, donc c'est le myxédémateux, hein, donc c'est un terme qu'on n'utilise plus beaucoup maintenant. Donc le myxédémateux, l'hypothyroïdien congénital, c'est une personne qui est ni aveugle, ni sourd, ni insensible d'aucune sorte. Mais ces organes des sens sont si faibles que cette personne n'a aucune possibilité d'enregistrer, ou du moins très faible. Donc il n'a pas beaucoup de mémoire. C'est quelqu'un qui n'est pas capable de retenir les sensations, peu importe d'ailleurs l'intensité de l'émotion. Donc sans thyroïde, pour résumer, il n'y a pas d'enregistrement. C'est l'hormone thyroïdienne qui va être à un moment donné l'encre, le marqueur, si vous voulez, dans le cerveau, pour pouvoir enregistrer l'information, donc dans le cerveau qui est, rappelons-le, uniquement le disque dur. Alors l'enregistrement, comment ça va fonctionner? Lorsque vous avez une excitation sensitive, donc par exemple, voilà, vous avez le toucher, l'ouïe ou quelque chose comme ça, une vibration qui va se passer au niveau de vos sens, cette vibration va remonter le long de vos nerfs jusqu'au cerveau, jusqu'aux cellules enregistreuses de votre cerveau, qui va fixer à ce moment-là, en même temps, les mêmes sécrétions hormonales que celles qui ont été nécessaires
pour la sensation. C'est-à-dire que par exemple, pour, lorsque vous touchez quelque chose, voilà, par exemple, vous touchez, là c'est chaud. Les hormones thyroïdiennes réagissent, voilà, ça c'est chaud, on effectue un enregistrement. Dans le cerveau, il va se passer exactement la même chose, c'est-à-dire que euh, cette vibration va remonter le long de vos nerfs, il y a un enregistrement qui va se faire au niveau de votre cerveau, et qui va, alors à ce moment-là, effectuer l'enregistrement de la même quantité d'hormones qui aura été nécessaire à cet enregistrement. Alors, dans ces conditions, c'est facile de comprendre qu'une même quantité hormonale, donc je dirais qu'une même équation qui s'applique au cerveau, va susciter en retour, donc par effet de réversibilité, l'apparition de la vibration nerveuse correspondante, hein, donc c'est-à-dire va faire le chemin inverse. C'est-à-dire qu'on pourra faire réapparaître dans l'organe des sens la sensation voulue. Alors ici, j'avais noté dans mes feuilles un beau petit exemple à ce niveau-là. C'est au niveau du sommeil et des rêves. Bon, il y a moyen de faire une conférence entière à ce sujet-là parce que c'est très intéressant, le sommeil et les rêves. Mais donc là, je ne vais pas aborder le sujet entièrement. Mais on peut parler brièvement de ça. Donc par exemple, lorsque vous sortez d'un sommeil assez fort, vous dormez fort. Il peut arriver quelquefois que voilà, vous sortez de votre sommeil, vous sortez d'un rêve, et il peut arriver que lors de votre réveil, l'image de votre rêve soit encore présente pendant, je vais dire, une fraction de seconde pendant votre réveil. Je sais pas, par exemple, vous avez rêvé de voiture ou de quelque chose comme ça. Mais au moment de votre réveil, il est très possible que vous ayez encore cette voiture qui soit devant vous comme ça pendant une fraction de seconde. Vous avez les yeux ouverts, vous êtes dans votre chambre, voilà, les yeux ouverts, et vous avez quand même cette image qui est devant vous. Mais c'est le phénomène de réversibilité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une sensation qui s'est effectuée, qui a été ressentie par votre être, simplement. Ça a effectué un rappel au niveau du cerveau qui a lié cette sensation à un souvenir, par exemple, de voiture, pour l'exemple que j'ai pris, et qui va transposer directement ce souvenir sur votre rétine. En fait, pour se souvenir de quelque chose, maintenant c'est facile de comprendre, par exemple, quand vous devez vous souvenir de quelque chose, il faut se remettre dans la même situation que lorsqu'on avait ce souvenir en tête. Par exemple, vous alliez dire quelque chose, vous avez oublié vos clés, vous ne savez plus du tout ce que vous alliez dire ou où vous en étiez. Qu'est-ce que vous faites? Je vais retourner dans la cuisine parce que c'était à ce moment-là que je m'en souvenais. Et vous vous remettez en fait dans les mêmes conditions organiques, c'est-à-dire le même peut-être chant d'oiseau, la hotte qui tourne, bref, des sensations comme ça. Et ces sensations ont été enregistrées en même temps que le souvenir s'est présenté à vous. Et donc tout ça va se remettre, va faciliter le retour du souvenir en recréant la même quantité d'hormones thyroïdiennes. Hein, parce que en fait, toutes ces choses ont fait partie de l'enregistrement. Lorsque vous avez effectué l'enregistrement du souvenir, toutes ces choses ont été enregistrées en même temps, même à votre insu. Par exemple, quand vous vous souvenez de quelque chose, et en même temps que vous avez eu ce souvenir, vous avez par exemple, il y avait une musique qui passait, et lorsque vous allez entendre cette musique, il y a de fortes chances pour qu'elle vous rappelle ce souvenir. C'est comme ça que ça se passe. Hein, il vous est certainement arrivé à tous, par exemple, d'aller dans une pièce ou d'aller chez quelqu'un que vous n'avez jamais visité avant. Vous rentrez dans cette pièce, il y a une odeur particulière dans la pièce, et cette odeur va faire naître en vous une tonne de souvenirs. Mais c'est la même chose, c'est le même fonctionnement. C'est l'effet de réversibilité. Donc voilà, ce que je peux dire pour le cerveau, je peux encore en dire beaucoup beaucoup plus. Évidemment, le temps nous est compté, donc je vois qu'il est déjà 9h30 et j'en ai pas encore dit beaucoup. Donc je vais continuer. Alors voilà pour le cerveau. Alors après avoir un petit peu expliqué maintenant qu'il n'était pas premier, il va falloir maintenant que je parle un petit peu du système glandulaire, donc du système des glandes endocrines. Alors pour faire une petite parenthèse, tout d'abord, je voudrais quand même préciser que le génie du docteur Jean Gaultier a été de prouver que les glandes avaient une action notamment sur notre physiologie, c'est certain, mais également sur notre psychologie. Là a été tout son génie. Alors en fait, le système endocrinien, c'est l'ensemble des glandes
pour parler simplement, dont les sécrétions se déversent dans le sang. Voilà, c'est tout simple. Système des glandes endocrines, système dont dont les sécrétions se déversent dans le sang, simplement. Elles sont au nombre de 4. Donc il y en a 4. Il y a l'hypophyse qui est située, on va dire, à la base du cerveau, donc au centre de votre crâne, si on peut dire ça comme ça. Vous avez ensuite la thyroïde qui est dans votre gorge, au devant de la gorge. Il y a les surrénales ensuite, comme leur nom l'indique, se retrouvent au-dessus des reins. Et alors finalement, il y a les glandes génitales pour lesquelles en principe, il n'y a pas besoin d'explications supplémentaires quant à leur localisation. Alors on va commencer par les surrénales. En fait, les surrénales, en fait, il y a deux glandes surrénales. Il y a la médullo-surrénale et la cortico-surrénale. Alors, la médullo-surrénale, pour faire simple, sécrète la noradrénaline et l'adrénaline. Ces deux hormones ont une action sur le système circulatoire, donc avec un effet vasoconstricteur, c'est-à-dire de resserrement des vaisseaux. Donc forcément, elles agissent sur la tension, sur l'appareil respiratoire. Elles diminuent le rythme respiratoire, permet de respirer plus lentement. Ensuite, vous avez les cortico-surrénales. Alors ça sécrète l'aldostérone et la cortisone. Cortico-surrénale, cortisone, ça vient de là. Alors la cortisone peut-être un peu connue, il y a un rôle de dégradation des protéines, donc un rôle dans les inflammations forcément. Alors ça augmente aussi les réserves en graisse, ça c'est un petit peu l'effet indésirable de la prise de cortisone, c'est la prise de poids. Et alors il y a l'aldostérone, et ça c'est une hormone qui dépend uniquement du volume sanguin. Hein, donc en gros plus il y a de sang, moins d'aldostérone et vice versa. Donc ça c'est pour l'explication un peu technique. Alors les surrénales, leur rôle se joue surtout dans le tonus musculaire. En fait, les glandes surrénales forment une sorte de couple, on peut dire antagoniste, avec la thyroïde. Et on peut expliquer ce rôle très simplement. D'ailleurs, attention ici, c'est vraiment une clé hein, pour bien comprendre la suite. Ce petit passage là que je vais dire maintenant, c'est vraiment très très important. C'est qu'en fait la cellule, une cellule musculaire, une cellule quelle qu'elle soit d'ailleurs, pour fonctionner, a besoin d'oxygène. Elle a besoin donc de s'oxyder. Cet oxygène ne peut être transféré que grâce à la thyroxine, qui est l'hormone thyroïdienne. Et alors quand elles ont fonctionné, quand elle a reçu sa dose d'oxygène, pour ne pas se faire intoxiquer, et donc pour se désoxyder, pour retirer en quelque sorte les déchets, c'est l'adrénaline des glandes surrénales qui agit pour retrouver le tonus. Donc vous avez l'oxydation qui est faite par la thyroïde, la désoxydation qui est faite par les glandes surrénales. Donc la surrénale, c'est donc la glande du tonus, de la force, de la puissance, on va dire la brutalité, la combativité. Hein, donc par exemple la surrénale élève le seuil de sensibilité. La surrénale par exemple, quand vous avez d'ailleurs ça pratiquement chacun le sait, quand vous avez une sécrétion d'adrénaline importante, ça peut rendre passablement insensible. Et par conséquent, comme je disais là tout à l'heure, il est assez facile de comprendre le rôle de la surrénale sur notre psychologie. Hein, lorsque la sécrétion surrénale est importante chez l'individu, elle va donner à l'esprit une tendance à vouloir imposer la force musculaire, donc l'agressivité, la combativité face aux difficultés. Hein, quand on se retrouve face à une difficulté, hein, c'est un surrénalien, mais il aura tendance toujours à faire appel à la force. Donc les qualités que va donner cette surrénale, qualités positives comme négatives, c'est un certain sens pratique, objectif, un esprit terre à terre, tendance assez matérialiste, des gens qui ont une imagination assez faible, un sens psychologique assez faible également, une sensibilité atténuée, donc comme j'ai dit à l'instant, donc peu de sens artistique, hein, des gens pas très artistes, à part peut-être un certain goût du rythme musical. Hein, à ce sujet, il y avait une remarque qui était intéressante sur qui avait été signalée par le docteur Jean Gauthier sur l'un des cas d'un célèbre endocrinologue qui s'appelle Léopold Lévy, et qui avait un de ses patients qui souffrait de manque de tonus, était un peu faiblard, simplement. Alors il avait prescrit des hormones surrénaliennes, donc l'adrénaline, tout ça. Et il avait peut-être un peu forcé la dose, et cette personne, donc ce patient, entendait
même la journée, même en état de veille, des bruits de musique dans sa tête. Donc la musique qui lui était connue, qui lui revenait à l'esprit. Donc la surrénale y était pour quelque chose. Alors ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que notre première tendance glandulaire, donc dès la naissance, c'est la surrénale. Le petit enfant, le petit nourrisson, il est surrénalien. Donc quand on est directement, c'est la première tendance, c'est la surrénale, c'est l'esprit de survie. C'est ce qui permet, par exemple, c'est dans un des livres également de Jean Duchâteau, à l'enfant de pouvoir tenir le bras, par exemple, en l'air pendant 45 minutes sans ressentir de fatigue. Hein, c'est Jean Duchâteau qui a écrit ça il y a déjà de nombreuses années, alors qu'un adulte est tout à fait capable de le faire. C'est parce que son pouvoir de désoxydation, donc de désencombrement en acide lactique de ses muscles de l'enfant, donc du nourrisson, est très fort par rapport à un adulte. Alors, donc pour les tendances du surrénalien, donc je précise quand même que je vais un peu citer les tendances ici de glande, mais je précise quand même que personne n'est uniquement soit surrénalien, soit thyroïdien. On a tous une tendance en nous qui est plus ou moins inscrite en nous, mais personne ne vit que sur une glande. On a une tendance qui est là. Là, je vous dresse une sorte de caricature. Personne, bon bah, à part peut-être quelques cas très particuliers, mais possède uniquement ces caractéristiques-là. Donc le surrénalien, je disais, c'est la force, c'est la colère, c'est l'instinct grégaire aussi, hein, l'instinct de troupeau, un peu, hein, les militaires, comme ça. La domination. Alors, il peut être fourbe, hein, il peut être assez menteur pour arriver à ses fins. Et alors, il y a une caractéristique assez curieuse qui est retrouvée assez régulièrement chez les surrénaliens, c'est que ces gens-là ont une hantise absolue de la mort. Alors, pourquoi? On peut justement à nouveau dresser un lien avec la thyroïde qui est la glande de la vie, la surrénale qui est son opposé, la glande de la mort, pourquoi pas. Bon là on part peut-être un petit peu dans l'interprétation, mais en tout cas il est un fait, c'est que sur de très nombreux cas de surrénaliens en cabinet qui ont été retrouvés par Jean Gauthier et Jean Duchâteau, ces gens-là, c'était un fait, voilà, ils ont une hantise de la mort. La surrénale, donc maintenant je vais passer à la thyroïde, hein, son antagoniste. Donc la thyroïde, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est situé à l'avant du cou. Hein, elle sécrète principalement. Donc il y a deux hormones qui sont issues de la thyroïde. Donc il y a la thyroxine d'un côté, la triiodothyronine de l'autre. C'est en fait, en gros, elles sont très riches en iode. Beaucoup d'iode qui est sécrété par la thyroïde, pardon. Alors les activités de la thyroïde, en fait, sont extrêmement étendues, hein, par rapport aux autres glandes. Car la thyroïde, en fait, c'est d'ailleurs la seule glande qui a une influence sur, je veux dire, tous les organes. Et d'ailleurs sur toutes les activités humaines. Que ce soit le maintien de la température corporelle, donc les 37 degrés, le sommeil, la sexualité, les muscles, la circulation, la digestion, l'immunité, bref, son action est générale. Mais en fait, c'est logique, parce que cette glande, c'est elle qui va aller apporter l'oxygène dans tous nos organes. C'est elle qui va permettre à nos organes de s'oxyder, c'est-à-dire qui va aller apporter la vitalité dans nos organes. Donc c'est logique, quelque part, qu'elle ait une influence comme ça sur toute notre vitalité et provoquer également l'état inverse. Hein, c'est-à-dire que voilà, en cas d'hypofonction thyroïdienne, on a une hypofonction également des organes. Quelqu'un qui a une tendance à l'hypofonction de la thyroïde, c'est quelqu'un qui aura des soucis de vitalité. Donc tous les activités là que je viens de citer à présent, vont être altérées. Hein, que ce soit la digestion, la température, l'immunité, etc., vont être altérées pour l'hypothyroïdien. Et donc, la thyroïde joue sur, je disais, toutes les activités. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait dire à Jean Duchâteau, dans un de ses livres, que la thyroïde, c'est vraiment le parent pauvre de l'endocrinologie. Pas un seul phénomène vital se passe sans son action. Hein, donc, comme je disais tout à l'heure, il y a la digestion, le foie, l'arythmie cardiaque, d'ailleurs, comme Jean Duchâteau aussi, la fatigue, etc., l'hyperactivité de l'enfant. Toutes ces actions sont absolument thyroïdiennes et non nerveuses. Et non nerveuses, je disais. Alors voilà, pour les activités, quelques explications. Par exemple, sur les comportements liés à la thyroïde, par exemple la peur et la timidité.
comportement typiquement thyroïdien. C'est la thyroïde qui est en arrêt. La thyroïde est en arrêt, en hypofonction, donc il y a une désadaptation qui se fait. On est un peu désadapté, un peu désorienté, l'oxydation se fait mal, la peur et la timidité viennent de là. La respiration, donc vu que la thyroïde, c'est assez facile, elle est la glande oxydante par excellence, donc celle qui va apporter l'oxygène, forcément elle tient sous son autorité les poumons. Donc la teneur en thyroxine, donc en hormone thyroïdienne dans les poumons, fera que le rythme respiratoire augmente ou pas. C'est assez simple. Le système nerveux ici n'y est pour rien, étant donné que les globules rouges, donc celles qui transportent l'oxygène, sont totalement libres dans le sérum sanguin, et que les influences qu'elle subit ne sont que donc liquides, je vais dire. Alors la thyroïde agit également sur le cœur, elle augmente la fréquence cardiaque, c'est très connu, donc les médecins en cas d'arythmie, de problèmes cardiaques prescrivent très souvent des extraits thyroïdiens. Alors on en avait parlé tout à l'heure dans la vision, la sensibilité générale, les émotions, donc les antagonistes, tristesse et joie, par exemple tristesse c'est également une hypofonction de la thyroïde, donc on est au ralenti, un petit peu désespéré, on est triste, légèrement dépressif, tandis que la joie c'est l'inverse, c'est l'hyperfonction de la thyroïde. On est joyeux, l'oxydation se fait bien, donc on est plein d'entrain, on a envie de faire plein de choses, envie de rendre service, envie de faire plein de choses, bref, la joie, c'est ce phénomène-là. Alors la colère, par exemple, c'est une autre émotion assez simple à comprendre, là c'est une stimulation de la surrénale par la thyroïde. La thyroïde qui va aller titiller la glande surrénale et donc provoquer ces montées d'adrénaline qu'on a pendant la colère, cette envie de tout casser, cette envie de frapper, cette envie de briser, c'est ce qui se retrouve dans la colère. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre comme émotion? L'amour, l'amour, que ce soit l'amour l'amour du jeu par exemple et de l'argent, pas forcément l'amour d'une personne, mais l'amour du jeu, de l'argent, de la drogue, toutes ces choses-là. Par exemple les collectionneurs, vous voyez, ils ont une sorte d'augmentation de leur vitalité qui se fait. Par exemple, ils trouvent une pièce rare, quelque chose qu'ils cherchaient depuis très longtemps, et la vitalité augmente, ils sont tout excités, ils ont une difficulté de dormir, ils mangent moins, etc. L'excitation est là. C'est la thyroïde qui fait ça. Et vous avez la même chose quand vous êtes amoureux. Voilà, vous avez un jeune homme qui a trouvé l'amour de sa vie, voilà, au départ, il est un petit peu, bref, comme on sait à peu près tous. Alors il y a qu'est-ce qu'il y avait d'autre? La dépression, on en a parlé un petit peu ici à l'instant avec la tristesse. Alors la dépression, le problème, c'est que c'est quand même quelque chose d'assez important. Il est tout à fait insuffisant d'y voir des causes uniquement, je vais dire, neuronales, ou même morales, intellectuelles ou psychiques, ou des choses comme ça. Parce que la vérité, c'est que la dépression constitue en fait c'est une cassure dans la vitalité. C'est-à-dire une cassure, c'est tout bête, mais une cassure dans la sécrétion thyroïdienne. Alors évidemment, il peut y avoir des causes accidentelles, c'est-à-dire que cette cassure dans la sécrétion thyroïdienne pourrait être marquée par des chocs ou par un échec dans la vie, bref, toutes sortes de choses, de causes extérieures. Mais le fait est que la cause essentielle, la cause première, on va dire, ça reste quand même la chute thyroïdienne. Et cette chute thyroïdienne va entraîner ensuite la dépression. Les idées noires, les envies de suicide, même pour quelques-uns, toutes ces idées noires, mais ne sont que des conséquences de cette chute thyroïdienne. Vous voyez, c'est un petit peu en fait, comment dire, notre dépression ne vient pas de nos idées noires, c'est nos idées noires qui viennent de la dépression. Pour comprendre un petit peu le fonctionnement. Alors, comme fonctionnement très important, on en a parlé tout à l'heure, c'est le sommeil. Alors pour le sommeil, il y a une petite notion d'identité, donc synthèse qu'aimait bien de faire Jean Gauthier. Donc c'était une notion d'identité qu'il faisait entre le sommeil et le coma. En fait, quand vous analysez un peu simplement, et on va dire assez basiquement la chose, avec un esprit de synthèse, mais le plus abrupt possible, c'est que le coma et le sommeil, mais en fait, si vous réfléchissez un petit peu, c'est la même chose. Ça n'est ni plus ni moins qu'une hypofonction thyroïdienne, c'est-à-dire la thyroïde qui se met en veilleuse et qui n'assure plus que le minimum vital. Donc le fonctionnement cardiaque, le fonctionnement des poumons, etc. Donc tout roule plus ou moins.
mais je disais donc roule plus ou moins, mais vous avez quand même cette hypofonction euh, thyroïdienne qui est là et qui fait que vous êtes en désadaptation. C'est-à-dire que quand vous êtes en sommeil, ben voilà, vous ne captez rien de ce qui se passe autour de vous. Même chose pour le coma. Alors la différence entre le coma et le sommeil, c'est que pour le coma, vous avez une cause accidentelle, hein, qui peut arriver, un choc, un accident, etc. Tandis que pour le sommeil, ben vous avez, c'est très ordonné. Hein, voilà, il est soir, c'est l'heure d'aller dormir, c'est votre heure, vous avez besoin de vos heures de sommeil, etc. Il fait un peu plus obscur, il y a moins de bruit, boum, vous tombez endormi. Ça se fait d'une manière, on va dire, très ordonnée, simplement. Mais il y a quand même une notion d'identité très importante entre les deux. Alors, qu'est-ce que je peux dire encore sur la thyroïde? Parce qu'on peut dire des tas de choses sur la thyroïde, en fait. La thyroïde, c'est la glande de la sexualité aussi. Hein, qu'est-ce que la sexualité? Qu'est-ce que la jouissance sexuelle? Ben, c'est simplement, en fait, une décharge d'hormones thyroïdiennes dans les organes sexuels, localisées en fait dans les organes sexuels, qui on va dire, vont accélérer leur compétences, je veux dire. Et un exemple tout simple et invalidant pour la théorie adverse, on va dire, c'est l'exemple de la castration. Hein, si vous prenez par exemple des castrations qui ont été réalisées aux États-Unis fin du 19e siècle, voilà, pour les violeurs, les pédophiles, les choses comme ça, hein, aux États-Unis, fin du 19e siècle, ils rigolaient pas, c'était comme ça, castration. Mais ils se rendaient compte qu'au bout de 4, 5, 6 mois après être sortis, ben voilà, ces violeurs, ben, ils récidivaient, ils recommençaient. Leur goût pour la sexualité était intact. Ce qui veut dire que la génitale n'avait strictement rien à voir dans la sexualité. C'est l'hormone thyroïdienne, qui est la glande de la vitalité à nouveau, qui apportait la vitalité nécessaire dans les organes sexuels pour provoquer la jouissance. C'est pas plus compliqué que ça. Et alors on va terminer peut-être encore juste sur l'intelligence en général. L'intelligence en général, c'est également une capacité thyroïdienne, parce que qu'est-ce que l'intelligence? C'est un mélange on va dire, d'adaptation, qui est donc la capacité première de la thyroïde, et d'automatisme, forcément. Donc la thyroïde vous permet de vous adapter. Une situation nouvelle se présente à vous, vous devez vous adapter à ce qui se passe. Et ensuite, vous avez l'automatisme, c'est-à-dire l'enregistrement qui doit s'effectuer. Donc la thyroïde va ensuite aller imprimer dans le cerveau tel comportement, ce qui va permettre de fabriquer un automatisme. Par exemple, lorsque vous roulez en voiture, lorsque vous faites vos lacets, vous n'êtes pas obligé de vous concentrer à mort ou de vous casser la tête pour passer les vitesses. C'est quelque chose à faire totalement automatiquement. D'ailleurs, parce qu'on serait des éternels apprentis. Hein. Donc ça, c'est la raison pour laquelle la thyroïde a également une grande importance dans l'intelligence. Alors, pour revenir à la petite enfance, donc je disais qu'au tout départ, le petit enfant donc, est surrénalien, donc au tout début. Ensuite, vers 2 ans, il va entamer sa phase thyroïdienne. Donc la thyroïde va prendre le relais sur la surrénale et va monter petit à petit jusqu'à l'apogée vers ses 5 ans plus ou moins. Et pendant cette phase, donc voilà, l'enfant qui va augmenter sa vitalité. Il court, il s'agite, le langage commence, il est impulsif, il devient émotif, un peu égoïste, un peu menteur sur les bords, etc. Mais c'est ce qui lui permet justement de s'adapter au monde qui l'entoure. Donc ça, c'est la deuxième phase pour l'enfant. Alors ensuite, pour l'adulte thyroïdien, pour le décrire mais très très brièvement à nouveau, ça n'est qu'une sorte de caricature qui est pas forcément applicable à tout le monde, mais disons qu'il va donner les tendances de l'adulte qui est thyroïdien. Donc celui-ci va être assez fin, c'est quelqu'un d'assez fin, d'assez longiligne, avec des grands yeux, assez expressifs. C'est des gens un peu émotifs, un peu artistes comme ça sur les bords, et qui fonctionnent un peu par à-coups. C'est des gens qui sont assez vite motivés, mais en même temps vite démotivés. Alors ce sont des gens qui ont également une tendance à la superstition, aux croyances un peu farfelues,
Alors là, je vais pas en citer pour pas pour pas me faire d'ennemis. Ces gens-là sont doués pour la poésie, pour la littérature, donc sont des excellents artistes, des comédiens, aussi un petit peu mégalomanes sur les bords. Disons que là, c'est le type un peu thyroïdien, si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Alors, ensuite, il y a l'hypophyse. Donc l'hypophyse, donc c'est la glande qui est située à la base du cerveau. Alors c'est une glande qui est à nouveau composée de on va dire deux facettes. Il y a deux glandes, il y a l'anté et la post-hypophyse. L'anté qui est devant, la post qui est derrière simplement. Alors l'anté-hypophyse, elle sécrète les stimulines et l'hormone somatotrope. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Les stimulines, ce sont les hormones qui vont exciter ou freiner les autres glandes par un effet rétroactif. Tout simple. C'est-à-dire que si le taux baisse, elle monte. Si le taux diminue, si le taux baisse, elle monte, pardon. Si le taux monte, elle descend. Simplement. Donc elles vont équilibrer. C'est une fonction d'équilibre, une fonction de calcul, en quelque sorte, qui va permettre à stabiliser les sécrétions des autres glandes. Simplement. Ça, c'est l'effet des stimulines. Alors c'est à nouveau le principe d'équilibre, évidemment, qui prévaut. Alors l'autre hormone, c'est l'hormone somatotrope. Ça, c'est l'hormone de croissance. Elle est connue sous ce nom-là. Donc elle agit sur la morphologie, le métabolisme des graisses, donc la synthèse des protéines, la multiplication des cellules, toutes ces choses-là. Alors, il est assez facile de comprendre le rôle de synthèse glandulaire de l'hypophyse, parce que par ces stimulines, elle peut diriger les autres glandes dans leur sécrétion. Comme je disais tout à l'heure, elles peuvent aller juger le taux, s'il est suffisant, s'il est assez élevé, ça monte, ça baisse, etc. Elle peut avoir une action là-dessus. C'est un petit peu notre horloge interne, pour parler comme ça assez facilement. Le régulateur, voilà, en quelque sorte. Et par ces effets rétroactifs, donc elle va diminuer, augmenter la thyroïde, la surrénale, etc. pour aller stabiliser. Alors c'est d'ailleurs pour cette raison que cette glande, donc l'hypophyse, a été élue le chef d'orchestre par la science moderne, étant donné son influence sur les activités glandulaires. On verra que c'est pas tout à fait le cas, même pas du tout, pour ainsi dire, le cas dans la réalité, parce que son rôle à l'hypophyse n'est en quelque sorte qu'un rôle automatique. Mais bon, j'expliquerai tout à l'heure si j'ai encore le temps pourquoi. Alors, pour revenir à l'enfant, suite à la phase thyroïdienne, donc il a 5 ans, 6 ans, etc. La phase thyroïdienne se termine. Et voilà, vers 6-7 ans, il commence la phase hypophysaire, et donc l'apparition du raisonnement, du calcul, du jugement. Il commence à raisonner, à se poser des questions. Il recherche les causes de ce qui se passe autour de lui. Il commence à conceptualiser, en quelque sorte. Donc ça, ce sont les effets que l'on l'hypophyse dans le développement de l'enfant. Alors l'hypophysaire, alors je vais boire une petite gorgée là parce que j'arrête pas de parler depuis tout à l'heure. Voilà, ça va mieux. Alors je disais l'hypophysaire, l'adulte hypophysaire, c'est quelqu'un d'assez grand, une taille assez au-dessus de la moyenne. Alors en général, ce sont des gens qui ont un front assez large, et ils ont une tête assez triangulaire, donc plus large en haut qu'en bas. Donc c'est des gens qui ont une endurance physique assez forte. Si vous regardez un petit peu les cyclistes, vous regardez le Belge justement qui a gagné l'étape là hier, voilà, c'est le typique de l'hypophysaire. C'est l'endurance très forte, il gagne une étape de montagne, et bon, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a une tête triangulaire. Alors les sports donc très forts dans les sports d'endurance sont des gens qui ont beaucoup de sang-froid, une grande précision, parce qu'ils voilà, ils ont une capacité de jugement, de jugement des distances, d'appréciation des distances, qui est très forte. Donc c'est des gens très structurés, très scientifiques. Alors par contre, ils ont peu d'intérêt pour l'art, par exemple, parce que voilà, l'art, on peut pas juger l'art, on peut pas l'encadrer. Alors du coup, l'intérêt pour l'art est assez faible. Ils sont mauvais psychologues, ils ne comprennent pas vraiment les gens et l'homme en général. Ce sont des gens, les hypophysaires, assez ordonnés, méthodiques. Ils aiment le confort et c'est quelqu'un qui est plutôt dans le caractère, on va dire, moderne, assez libéral comme personne. Alors, on peut faire une remarque à ce sujet-là.
c'est que l'homme moderne, il est hypophysaire. L'homme, on va dire, du 21e siècle ici, et d'ailleurs de la fin du 20e siècle, il est hypophysaire. C'est la raison pour laquelle, fait quand même très curieux à noter, la taille de l'homme, l'homme et la femme l'homme en général, n'a pratiquement pas évolué en plusieurs siècles. Donc en plusieurs siècles, la taille moyenne de l'homme n'a jamais vraiment évolué. Et là, tout d'un coup, en 50 ans après la guerre, et l'apparition de la science à outrance, le confort matérialiste, et tout d'un coup, la taille moyenne a très sensiblement augmenté. 1,90 m, c'est devenu une taille très courante après-guerre. Dans mon entourage, j'ai pas mal de personnes qui font cette taille-là, et ils passent pas du tout pour des géants, ce sont des gens voilà, grands, un point c'est tout. C'est devenu normal. Et le besoin de tout classifier, leur esprit analytique, contrairement à l'esprit de synthèse, ils ont l'esprit d'analyse des choses, ce besoin de tout classifier, de tout séparer dans des petites cases, les statistiques, etc., sont des tendances qui sont nettement dues à l'hypophyse, donc des tendances hypophysaires. Alors on va terminer ensuite par maintenant la glande génitale. Alors, en principe c'est le chapitre le plus important, mais voilà, je vais devoir passer rapidement dessus parce que le temps passe. Alors la glande génitale interstitielle, je précise bien quand même, la glande génitale interstitielle, c'est-à-dire la glande se trouvant dans les interstices des cellules reproductrices. Ça, c'est ce qui constitue la facette endocrine de la glande génitale. C'est ce qui m'a fait dire tout à l'heure que ce n'est pas la glande de la sexualité, mais c'est plutôt la glande de l'antisexualité. C'est-à-dire que plus une personne aura une sexualité abondante, plus cette personne fait marcher sa glande génitale reproductrice, mais en fait, plus les interstices entre les cellules reproductrices, c'est logique, c'est physique, seront faibles. Et plus, donc, la capacité donc de sécrétion endocrine qui va, donc cette sécrétion endocrine qui va d'ailleurs constituer les caractères mâles et femelles des gens, mais plus cette capacité de sécrétion endocrine sera faible. C'est assez simple. Alors on peut comprendre la chose en observant par exemple l'animal et le comportement animal du rut et de la latence. C'est un comportement d'ailleurs tout à fait cyclique et automatique chez lui. Quand on prenait la femelle par exemple, quand elle est en latence, ça ne sert à rien pour le mâle de s'en approcher. C'est là qu'elle est au plus haut de son instinct maternel. Il n'y a plus qu'une chose qui compte pour elle, c'est s'apporter ses petits, s'en occuper, faire que tout aille bien pour eux, etc. C'est l'instinct maternel qui prévaut, surtout pendant cette période-là. Mais par contre, il y a des expérimentations qui ont été faites là-dessus. Quand on a provoqué artificiellement l'état de rut, donc en laboratoire, chez la femelle, celle-ci perdait automatiquement cet instinct et abandonnait ses petits. Et donc elle perdait cette capacité de glande endocrine, elle était passée dans l'état de rut, simplement. Donc il y a une réelle opposition fonctionnelle entre les deux fonctions de la glande génitale, entre sa fonction exocrine, donc c'est-à-dire la fonction reproductrice, et sa fonction endocrine. La fonction endocrine, c'est la glande quelque part de l'antisexualité. Alors c'est la même chose pour l'homme, à la différence que l'homme, je veux dire l'homme mâle, a un contrôle sur ses états de rut, et dans, je précise l'homme normal, parce qu'apparemment l'actualité nous dit qu'il y en a qui n'en ont pas trop, enfin surtout de votre côté en France. C'était pour la petite parenthèse, la petite quenelle comme on dit. Donc l'homme normal a un contrôle sur ses états de rut et de latence, et la glande génitale endocrine, contrairement aux trois autres glandes, n'a pas un effet, disons, uniquement mécanique ou de réaction. Cette glande ayant seule une action sur toutes les autres, donc c'est la seule glande qui a une action vraiment réelle sur toutes les autres, elle sera capable de réguler par ses sécrétions l'action des autres glandes. Donc il est facile à nouveau de comprendre que cette glande sera l'outil principal de notre volonté, de notre esprit. Alors il faut définir pour cela la volonté, comme disait Jean Gauthier, la volonté, c'est ni plus ni moins que la capacité à faire soit ce que je n'aime pas faire,
soit à ne pas faire ce que j'aime faire. Ah oui, parce que sinon c'est pas de la volonté. Si vous faites ce que vous aimez ou vous ne faites pas ce que vous aimez pas, ben je réponds juste à une envie ou une pulsion. La volonté, c'est justement d'aller à l'encontre de ces envies. Le mécanisme de l'attention, c'est pareil. C'est le pouvoir de fixer son esprit sur une idée, une chose ou un thème qui ne nous intéresse pas forcément à la base, comme ce soir par exemple, ceux qui arrivent encore à me suivre là maintenant, qui arrivent à se fixer la pensée sans laisser ses pensées divaguer, rester à gauche ou à droite. Donc c'est par définition, voilà, en conclusion, quelque part aussi la glande de la liberté. Parce que qu'est-ce que la liberté, si ce n'est que d'avoir le pouvoir de contrer ses pulsions, de contrer ses envies. La liberté, à part ça, bon après on rentre un petit peu dans la philo. Alors, voilà pour la glande génitale. Alors la glande génitale, on peut en faire un bref résumé du développement de la glande génitale. Alors pour ça, il faut comprendre que pour que la glande génitale se développe, en fait, 3 pubertés auront été nécessaires. Alors ça, évidemment, c'est à nouveau quelque chose qui semble nouveau, justement, mais qui n'est pas tant que ça, parce que ça avait été découvert par des tonnes de scientifiques. C'est pas Jean Gauthier qui a inventé tout ça. C'est les choses qui ont été découvertes et prouvées et reconnues par des tonnes de scientifiques, mais évidemment, voilà, le dogme a été posé, il était trop tard après. Donc, il y a 3 pubertés qui sont là, et ces 3 pubertés sont là pour faciliter le développement de la glande génitale interstitielle. Parce que ces phénomènes, en fait, sont connus déjà depuis plus de 100 ans. Et donc voilà, comme je disais, c'est pas du tout Jean Gauthier qui était ça. Alors, parenthèse à nouveau à ce sujet-là, les pubertés ou même la puberté n'existent en rien chez l'animal, n'existe pas du tout chez l'animal, d'un point de vue purement physiologique. Et d'ailleurs, c'est ce qui différencie totalement l'homme de tous les animaux. L'homme a une puberté, les animaux n'en ont pas. Donc l'homme, contrairement à tous les animaux, est capable d'actes de volonté. Un animal n'est pas capable d'aller contre ses automatismes et contre ses enregistrements. C'est un simple exécutant, contrairement à l'homme. Donc il est quand même très important de les classifier dans 2 catégories tout à fait distinctes. Donc les 3 pubertés, je vais aller rapidement là-dessus. Donc il y a la première puberté qui a lieu dès la naissance. En fait, elle commence au 8e jour et elle se termine au 21e jour. C'est la première impulsion hormonale qui permettra d'ailleurs à l'enfant par la suite l'acquisition du langage beaucoup plus facilement, dès ses 2 ans, 3 ans. Alors ensuite, vous avez la deuxième puberté, c'est celle-là qui est reconnue par la science moderne. Quand on dit la puberté, c'est la deuxième. C'est la deuxième puberté. Et puis vous avez la troisième qui passe plutôt inaperçue chez le garçon, mais qui marque chez les filles l'arrivée des règles. Ce qui n'a rien à voir d'ailleurs avec l'apparition des cellules reproductrices, qui commence d'ailleurs pour les filles en général que plusieurs mois après les règles. Donc voilà, voilà pour le petit topo. Je crois que je vais arrêter là. Je vois qu'il est à mon ordinateur à 22h07, donc j'ai légèrement mordu sur le temps. Donc malheureusement j'ai pas tout dit. Voilà, je l'avais un peu signalé à Amfortas qu'il était impossible de le faire en 45 minutes. J'espère que ça a été suffisamment clair. J'avais une discussion avec Jean tout à l'heure qui avait peur que ce soit un peu trop technique. J'espère qu'il aura compris. Et puis voilà, si c'est pas le cas, j'espère qu'au moins j'ai donné l'envie aux gens d'en savoir un petit peu plus. Donc voilà, je vous remercie. Merci encore, cet exposé extrêmement complet. Donc évidemment, je pense que vous avez un certain nombre de questions à vous poser. Je pense que votre curiosité est en pleine effervescence. Et donc, si vous souhaitez donc poser des questions, vous pouvez les écrire sur le chat et je vous donnerai ensuite la parole, à moins que vous ne souhaitiez pas prendre la parole. Peut-être pour commencer, peux-tu donner, Cyril, quelques livres qui ont été écrits par Duchazot ou par Jean Gauthier, même si ceux de Jean Gauthier sont difficiles à se procurer, puisqu'évidemment ils sont épuisés pour la plupart, mais
Tu peux donner quelques titres, s'il te plaît? Alors évidemment, je peux donner quelques titres. La plupart des livres de Jean Gauthier, ben non, tous les livres de Jean Gauthier d'ailleurs sont épuisés, sont pas réédités, donc vous pouvez les retrouver que sur les sites où on vend des livres d'occasion, comme Amazon par exemple. Donc de toute façon, le plus simple c'est de se procurer les livres de Jean Duchâteau. Donc je sais plus ce que j'ai dit. J'ai dit que les livres de Jean Gauthier étaient épuisés, hein, donc je précise, c'est pas les livres de Jean Duchâteau. Donc le plus simple, c'est de se procurer les livres de Jean Duchâteau qui ne sont pour la plupart en fait que des précisions et des synthèses encore des livres qui ont été écrits par Jean Gauthier, dont les livres d'ailleurs, faut le préciser, pour la plupart n'ont pas été tous édités. Alors je peux citer là-dedans un livre qui est très intéressant, qui est le livre sur le sommeil et les rêves, qui s'appelle d'ailleurs tout simplement comme ça, Le sommeil et les rêves, de Jean Duchâteau. Vous avez le livre de synthèse globale sur tout ce que je viens de raconter là aujourd'hui, mais disons bien plus développé évidemment, qui est Le secret dévoilé du corps et de l'esprit. Alors vous avez la Bible de Jean Duchâteau, qui est le livre qui s'appelle Origine glandulaire des troubles mentaux. Donc ce livre constitue vraiment un récapitulatif complet de tous les troubles mentaux dans l'ensemble général, de tous les... c'est même pas que les troubles mentaux en fait, hein. Il y a pas mal d'affections qui peuvent nous toucher, qui sont là-dedans aussi, qui n'ont pas tout à voir avec le mentaux. Alors je réfléchis un peu. Dans l'absolu, qu'est-ce que je vois d'autre? Je vérifie un petit peu dans ma bibliothèque en même temps, parce qu'en principe je les ai tous. Ah bah oui, forcément, il y en a un qui est très intéressant, c'est l'harmonie et les dangers de la sexualité. Alors celui-là est très intéressant également. Donc ça rejoint un petit peu le dernier point là dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est sur la glande génitale. Donc avec la glande endocrine qui est la glande anti-sexuelle. Et donc là c'est l'explication justement de ce que peuvent de ce que la sexualité, disons, mal utilisée, si on peut dire ça comme ça, peut provoquer. Donc voilà, même ça c'est les plus importants. Donc j'ai cité Le secret dévoilé du corps et de l'esprit, connaître l'harmonie et les dangers de la sexualité, je viens de le faire, L'origine glandulaire des troubles mentaux, donc le fonctionnement des facultés mentales par l'endocrinopsychologie. Et donc voilà, là, j'ai cité, disons, les plus importants. Mais sinon, n'hésitez pas à aller sur notre site internet, qui s'appelle donc www.endocrino-psychologie.org, où vous aurez un récapitulatif de tous les bouquins qui ont déjà été écrits à ce sujet-là. Merci beaucoup. Donc là, tu as donné les références de Jean Duchâteau qui sont disponibles. Ceux de Jean Gauthier sont très très difficiles à trouver. Donc bon, on peut quand même donner quelques titres, hein. L'enfance glandulaire inconnue, Freud a menti, Dernière et nouvelle connaissance sur l'homme. Oui, disons qu'il y a Dernière et nouvelle connaissance sur l'homme, ça c'est livre vraiment de synthèse des travaux de Jean Gauthier. Donc il y a L'homme, ce glandulaire inconnu, et L'enfant, ce glandulaire inconnu. Freud a menti. Là maintenant, je vois plus de tête comme ça, dans les bouquins du moins, qui est moins de se procurer encore. J'en vois plus d'autres là pour l'instant. Révélation sur la sexualité, que j'ai réussi à trouver, donc qui a donné lieu, enfin qui est la base évidemment du livre suivant de Jean Duchâteau sur donc les risques de la sexualité, ça, l'harmonie et les risques de la sexualité, ce que tu as dit tout à l'heure. Alors justement, ça permet de faire le lien avec une question de Tomsk qui demande si l'abstinence sexuelle est un stimulant pour la glande génitale, dont tu as dit qu'elle était la glande de la moralité. Bah, cette question me paraît un peu orientée, hein, bah, évidemment. En fait, il est évident qu'à partir du moment où vous considérez que la glande, donc c'est ce que j'expliquais dans le dernier chapitre, que la glande génitale endocrine ne trouve sa place que dans les interstices des cellules reproductrices, il est évident que moins l'activité reproductrice est engagée, donc au plus l'endocrine
verra ses capacités développées. Donc c'est évident. Donc il est évident que ça va de pair. Donc c'est une sorte d'antagonie entre la sexualité et la sécrétion hormonale de la glande endocrine, des cellules interstitielles de la génitale. Merci beaucoup. D'ailleurs, peut-être qu'on aura l'occasion d'avoir une conférence de Jean de Chazot précisément sur la question de la sexualité. Ça pourrait être très intéressant. Alors, je vais relayer la question de M. Le Coq-Gaine qui demandait quelle était la place de l'endocrinopsychologie dans le monde scientifique. Alors, puisqu'il estimait qu'il ne voyait que des informations reliées au site endocrinopsychologie.org. Alors, est-ce que tu peux développer un petit peu quelle est la place, ou quelle place mérite-t-elle, du moins, sans doute un peu plus que la place actuelle? Mais en fait, la remarque est très bonne et c'est d'ailleurs la raison de vie de notre site internet, parce qu'avant qu'il y ait notre site internet qui a été créé ici simplement au début de l'année, mais il n'y avait rien du tout. C'est-à-dire que c'est Jean Duchazot qui, de ses petits bras, avait repris toute cette science en disant à lui tout seul, qui n'a pas, on va dire, peut-être pas, je veux dire, mais l'envie, mais du moins les capacités d'effectuer toutes ces démarches sur Internet. C'est la raison pour laquelle donc notre petite équipe, donc il y a Hassan Slimani, Catherine Falip et moi-même, qui avons décidé en fait de développer cette science par notre site internet. Alors, il est prévu, pour répondre, de publier tous les articles, parce qu'évidemment Jean Thier et Jean Duchazot, à eux deux, en ont récolté et en ont gardé des dizaines, parce que les preuves de notre théorie évidemment existent, comme je l'ai dit au tout début de la conférence. Donc il est prévu de les publier sur le site internet. Bon, un petit peu à la fois, évidemment on se développe, on a tous nos activités à côté, donc on essaye de faire ça au mieux. Mais de toute façon il est prévu de publier tout ça et justement de faire en sorte que la lumière soit faite. Très bien. Alors, une question qui est directement connectée à celle qui précédait et à la réponse que tu viens de formuler. Pourquoi la médecine moderne rejette-t-elle l'endocrinopsychologie? Alors moi, je dirais qu'elle l'ignore, mais tu vas le dire toi-même. Ben oui, elle l'ignore. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire que ça. En fait, ça rejoint un petit peu un des points dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est la question du dogme scientifique. Le problème qui s'est posé, c'est que au tout départ fut créé le dogme scientifique de la prédominance nerveuse, donc la prédominance du cerveau. Le dogme a été posé et autour de cela s'est créée une science pas du tout synthétique, que sont d'ailleurs les neurosciences. Alors il faut savoir que ça a drainé des quantités de nouvelles recherches, des quantités de nouvelles médecines, des quantités de monde et d'argent d'ailleurs aussi. Hein. Donc il faut savoir que toutes ces neurosciences ont créé des tonnes d'emplois, des tonnes de choses qui font que, évidemment, maintenant, il y a une telle masse qui s'est constituée autour de ce phénomène qu'il n'est presque pas possible de remettre ça en question. On voit un petit peu la même chose dans d'autres domaines, que ce soit pour le climat ou bref d'autres choses. La science est partie tellement loin dans un raisonnement que pour admettre l'endocrinopsychologie, ils sont quelque part obligés d'admettre qu'ils se sont trompés presque depuis le début. Bon, ça paraît peut-être un petit peu présomptueux ce que je dis là maintenant, mais en fait c'est la réalité. C'est la réalité. Ils sont obligés d'admettre que la première prémisse de leur raisonnement est tronquée. Le cerveau n'est pas directeur. Le cerveau n'est pas... Et on a les preuves, hein. D'ailleurs, visitez notre site tout de suite, là vous verrez, on a une page qui s'appelle Preuves, il suffit de les lire, et puis les preuves parlent d'elles-mêmes, hein. C'est très 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 simple à comprendre, il ne faut pas être scientifique pour les comprendre. Donc ce qui s'est passé, c'est ça. Et là maintenant, on est dans les conséquences de la création de ce dogme, ce qui fait que pour revenir dessus, on est obligé de foutre plein de monde au chômage, pour parler vulgairement. Merci beaucoup pour cette réponse. Alors, il y a plusieurs questions, mais chacun aura le temps de l'exprimer. Enfin, du moins, je la relirai. Je relirai chacune des questions. Donc, question suivante.
est-ce qu'un traitement endocrinien peut se substituer à la prise ou à la prescription d'antidépresseurs? Alors, ben, la réponse à cette question est toute simple, c'est qu'un traitement endocrinien ne peut pas se substituer à la prise d'antidépresseurs, il doit se substituer à la prise d'antidépresseurs. Les antidépresseurs n'ont qu'une utilité, c'est une utilité en fait sur la thyroïde, c'est-à-dire une utilité qui est d'activation de sa sécrétion hormonale, ou au contraire, en fait, l'antidépresseur viendra comme une sorte de drogue, stimuler sans cesse la thyroïde et la fatiguer complètement. Ce qui fait que, comme la drogue, cette prise d'antidépresseur sera obligatoirement de plus en plus importante. Les gens qui font face à cette prise de drogue, je vais dire, sont obligés d'en prendre de plus en plus, ce qui fait qu'à un certain moment, il y aura cassure. Il y aura cassure parce qu'ils seront obligés d'aller beaucoup plus loin toujours plus loin dans l'addiction. Tandis que le traitement glandulaire, c'est un traitement à la base. Alors évidemment, en fonction des cas, ça doit se faire en douceur, c'est-à-dire que quelqu'un qui est sous antidépresseur depuis de nombreuses années, mais on peut pas aller lui dire comme ça, tout d'un coup, comme des cow-boys, ben voilà, t'arrêtes tout et tu commences avec nous, c'est pas possible. Ça, il faut être honnête avec les gens, on peut pas leur dire ça. Parce que si vous leur dites ça, il y aura un tel choc qui va se créer suite à, disons, suite à l'arrêt de cette prise d'antidépresseurs. Et puis, les gens seront obligés, à un moment donné, de toute façon, de passer à l'arrêt. Mais progressivement. Nous, on propose l'arrêt par petite dose, en sachant que en quelques mois, pas mal de personnes ont eu beaucoup de résultats. Merci beaucoup. Alors, puisque là on est dans le domaine des troubles, troubles mentaux, etc., je relais une question de Maloc, donc, qui demande s'il y a un lien entre les glandes endocrines et les troubles de la personnalité, comme par exemple les profils de type qu'on appelle borderline parfois. Alors oui, exactement, et c'est une excellente question. Il y a un lien, et ce lien est tout à fait évident. Il est d'ailleurs tout à fait développé dans le livre sur les troubles mentaux de Jean Duchazot, donc origine glandulaire des troubles mentaux. Alors, pour faire simple, le lien avec ce genre de maladie, c'est qu'on a toujours affaire à une hypofonction de la glande génitale endocrine. Dans tous les cas. Toutes les personnes qui sont atteintes de ce genre de maladie, je vais dire dans un sens large, ont affaire à une hypofonction de la glande génitale qui n'aura donc plus les capacités nécessaires pour aller, disons, apaiser ou activer les autres glandes. De cette façon-là, elles ne pourront pas, ces personnes-là, disposer, hein, comme je disais tout à l'heure, la glande génitale, c'est la glande de la liberté et du libre arbitre. Ces personnes-là ne pourront pas disposer de la liberté suffisante, de la volonté suffisante pour aller au-devant de leurs pulsions. Alors ça peut se manifester dans des tonnes de façons différentes, parce que bon, évidemment, comme je disais tout à l'heure, les hypophysaires ont voulu tout séquencer, tout diviser en petites catégories. Mais le trouble mental en général n'a qu'une cause, c'est l'hypofonction de la glande génitale. Parce que si vous regardez quel est le point commun entre toutes ces personnes qui souffrent de troubles mentaux, quels qu'ils soient, hein, parler de la schizophrénie en passant par n'importe quelle affection, ces gens-là ont toujours une absence, un problème d'attention et un problème de volonté. Toujours. Ces problèmes d'attention, ces problèmes de volonté sont reliés directement à notre capacité de sécrétion de la glande génitale endocrine, donc de la glande interstitielle. Donc oui, évidemment, il y a un lien. Alors, on peut parler peut-être tout à l'heure, peut-être pas maintenant, mais de la méthode. On préconise, nous, une méthode de soins par champ magnétique, qui est donc la darson-validation. J'en ai parlé un petit peu au tout début, pendant le portrait de Jean Gauthier. En fait, c'est une méthode de soins
donc par champ magnétique, et qui va provoquer quelque part une excitation de la glande endocrine génitale, en provoquant une sorte d'équilibre au départ artificiel de la personne, mais au fur et à mesure du temps, cet équilibre pourra s'enregistrer. Et c'est un petit peu ce que préconise notre méthode. Alors j'interromps un petit peu là parce que j'entends beaucoup de l'arsène dans les écouteurs, donc je sais pas d'où ça vient. Alors je sais pas si la technique peut faire quelque chose. Donc voilà. Très bien, en tout cas, merci de la réponse. Pour les petits problèmes techniques, on va essayer de les régler au fur et à mesure. Alors, il y avait quelques objections sur votre explication de la question des antidépresseurs, votre réponse sur les antidépresseurs. Bon, par contre, je vais poser une question, relayer une question concernant la pornographie et sur l'influence de la pornographie. Mais oui, effectivement, ça va toujours rejoindre la même chose, c'est-à-dire que ce dont j'ai parlé tout à l'heure, et donc la facette endocrine et exocrine de notre sécrétion génitale, c'est toujours la même chose. C'est une sorte de vase communicant. Voilà, il faut voir. Voilà, j'ai trouvé l'exemple. Il faut voir ça comme ça. Vous avez un vase communicant. Donc la place, elle est dans l'un ou elle est dans l'autre. C'est-à-dire que si vous avez les testicules ou les ovaires, il y a une place, on va dire X qui est disponible. Là, je parle très simplement. Je schématise à fond. Hein. Donc, vous prenez par exemple la testicule, le testicule, pardon. Il y a une place X qui est disponible. Plus la place est donnée à la cellule reproductrice, et moins forcément il y a de place pour les cellules interstitielles. C'est logique, c'est mathématique, il n'y a pas plus simple. Et donc moins il y aura de possibilités pour la glande génitale interstitielle d'effectuer son action. C'est pas plus compliqué que ça. Alors lorsque, par exemple pour la pornographie, cette pratique est répétée et enregistrée, et alors là, on fait intervenir l'aide de la thyroïde, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a des enregistrements qui se font, et donc des automatismes qui se font, on acquiert des habitudes. Et alors il y a des habitudes qui vont être automatiquement enregistrées, ce qui fait que petit à petit, les cellules reproductrices vont prendre le pas sur la glande génitale interstitielle. C'est simplement comme ça que ça fonctionne. Et d'ailleurs, je peux vous rassurer parce que ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que plus on a une habitude à la vertu, je vais dire plutôt qu'à ce genre de pratique, eh bien, plus on arrive à faire le pas sur cette pratique, mais plus ça devient facile en quelque sorte, parce que plus votre endocrine va petit à petit un peu grappiller un petit peu de chemin sur votre glande exocrine et va permettre de pouvoir se développer plus facilement. Et donc plus elle se développe, plus elle aura de facilité pour se développer forcément, vu que c'est elle-même qui a l'outil en elle, cette sécrétion endocrine, pour développer la volonté qui est en vous. Ce qu'il faut retenir simplement, c'est que, bon, ça paraît très simple comme raisonnement, mais c'est beaucoup plus facile, par exemple, lorsque vous avez une addiction, mais même quelle qu'elle soit, quand vous arrêtez, par exemple, de fumer, quand vous arrêtez la drogue ou même l'addiction au sexe, hein, simplement, mais le premier jour d'arrêt est beaucoup plus difficile que le 50e. Quand vous avez déjà arrêté depuis 50 jours, arrêter un jour de plus, c'est très facile. Par contre, quand vous arrêtez depuis un jour, arrêter un deuxième jour, bon, c'est compliqué. Mais la raison, elle est là, c'est tout simple. C'est que l'enregistrement se fait au fur et à mesure du temps, ce qui fait que vous avez une sorte de comparaison qui s'installe. Alors là, ça fait intervenir l'hypophyse et qui va permettre de comparer ce qui est réalisable, ce qui est possible et de permettre justement de passer outre ces comportements. Merci beaucoup. Alors, tu aurais pu éventuellement passer par une description du processus psychophysiologique de la masturbation. Peut-être qu'on y viendra après. En tout cas, merci de la réponse. Je vais laisser la parole à Sérotonique. Oui, bonsoir. Moi, c'est pour poser une question.
Tout d'abord, pour nuancer quand même quelque chose que vous avez dit, en biologie ou en physiologie classique, on ne sous-estime pas du tout l'importance du système endocrinien et des organes, donc c'est-à-dire des glandes endocrines qui y sont associées. D'ailleurs, en médecine classique, il est courant de définir, d'associer par exemple certains dysfonctionnements de glandes endocriniennes à des comportements qui sont d'ordre psychologique. Un hypothyroïdien, un hyperthyroïdien, ça va être associé à un certain nombre de comportements, et là, ça vous rejoint complètement. Alors, est-ce que vous ne tombez pas dans le tout endocrinien, puisqu'il y a quand même un autre grand système important qui est le système nerveux, avec ses deux grandes ramifications, système nerveux central, système nerveux périphérique. Donc ça, c'est la première remarque. Et la deuxième, c'est quel est le lien, selon vous, entre l'hérédité et le système endocrinien dont on hérite? C'est-à-dire dans quelle mesure, parce que finalement, quelle est la plasticité de ce système endocrinien selon vous? Parce que pour les autres systèmes, il y a une certaine plasticité. Toujours, on est le produit de l'expression de nos gènes et puis des expériences, des traumatismes, des habitudes qui sont prises ou pas prises. Est-ce que finalement, c'est-à-dire quelle est pour vous la marge de manœuvre, la plasticité disponible de ce système endocrinien pour rétablir des déséquilibres, ou est-ce qu'on n'est pas finalement condamné à vivre avec ce dont on a hérité, c'est-à-dire est-ce qu'on n'est pas quelque part victime de l'atavisme qui nous est transmis? Donc voilà mes questions. Et juste un point quand même sur les antidépresseurs. Les antidépresseurs, ça fonctionne en empêchant la recapture de la sérotonine qui est donc neurotransmetteur du système nerveux central. Donc je ne pense pas que ça ait un lien direct sur le système endocrinien. En réalité, ce que ça produit, c'est une espèce de surconcentration de sérotonine, donc une euphorie, ça se traduit par une euphorie, dans les synapses. Donc le problème effectivement à l'arrêt, c'est que il faut que le système retrouve un équilibre et on peut tomber finalement plus bas que ce qu'on est sur mesure. Ça, c'est une précision. Voilà, donc Cyril répondre après cette question, enfin plusieurs questions d'ailleurs, dans cette même intervention. Oui, mais j'étais occupé justement de finir de les noter. Mais d'ailleurs là j'en ai noté 3. Il y a au moins 3 questions ici. Alors voilà. Alors, la première question, voilà, je reprends un peu mes notes. Donc, voilà, il faisait la remarque de dire que la science moderne, la science actuelle ne sous-estimait pas du tout les glandes endocrines, elle l'associait à des comportements, etc. Elle reconnaissait bien leur rôle dans pas mal de choses, mais tout en l'associant à des comportements, par exemple voilà, la thyroïde, etc. Il n'avait pas donné d'exemple, mais bon, je vois exactement de quoi il veut parler. Pour répondre à cette question simple, mais si la science moderne sous-estime le système endocrinien parce qu'elle ne l'estime pas premier, c'est tout simple. À partir du moment où elle ne l'estime pas premier et qu'il est premier, voilà, il y a une sous-estimation qui est là. C'est pas tout de reconnaître par les effets de réversibilité ou autres que la thyroïde provoque les états d'excitation ou que la surrénale provoque les états de colère par exemple. C'est pas le tout de dire ça. Il faut à un moment donné aussi reconnaître que le cerveau n'est qu'une zone d'enregistrement et n'a aucune direction qui s'effectue depuis le cerveau. Donc à partir du moment où, tant que cette mise au point ne sera pas faite, oui, la science moderne sous-estime le système endocrinien, qui n'est relégué d'ailleurs qu'à une spécialisation de la médecine, parmi d'autres, alors que le système des glandes endocrines, c'est le système d'étude de l'homme en général. Voilà maintenant ce que j'en pense, évidemment, c'est pas moi qui le pense d'ailleurs, c'est Jean Gauthier et Jean Duchazot, parce que je crois que je reflète un petit peu leur pensée sur cette réponse. Alors, qu'est-ce que j'avais noté ici également comme question?
Voilà, alors le patrimoine glandulaire, alors ça c'était une excellente question aussi. Voilà, on voit que c'est quelqu'un qui s'y connaît un petit peu. Donc on voit que... alors j'en suis où là? Oui, voilà, l'enregistrement, l'hérédité. Euh, donc, est-ce qu'on est victime de l'atavisme? Bon, effectivement, on hérite du patrimoine glandulaire de ses parents. C'est-à-dire que voilà, lorsque voilà, monsieur et madame X et Y font un enfant, ils transmettent par leur code génétique leur patrimoine glandulaire. Il est plus ou moins évident que deux grands thyroïdiens ne feront pas un grand hypophysaire. Bon, évidemment, les gènes récessifs, etc., qui font que deux personnes qui ont des yeux marrons peuvent avoir un fils à des yeux bleus, mais c'est quand même des cas, voilà, des cas de... Moi, je vous parle des généralités. Hein, donc évidemment qu'il y a une hérédité, donc un atavisme qui est présent, mais alors ensuite la réponse à la question c'est est-ce qu'on est victime de cet atavisme? Mais non, pas du tout, pas du tout, parce que ces glandes, comme je disais, non d'ailleurs je ne l'ai pas encore dit, d'ailleurs c'est une bonne remarque parce que c'est vraiment un point très très important. Bon, comme je disais tout à l'heure, j'ai pas le temps de toujours on n'a pas toujours le temps de pouvoir tout expliquer, mais ces glandes ne sont pas déterminantes. Elles sont conditionnantes de notre état. C'est-à-dire que, au contraire des animaux, nous gardons toujours une liberté, un libre arbitre qui nous permettra, sauf pour les cas extrêmes, certains des fous, des gens qui ont des graves troubles mentaux, mais nous aurons toujours une capacité à pouvoir par notre libre arbitre, et donc forcément le libre arbitre assisté par notre sécrétion endocrine de la glande génitale, nous aurons toujours une capacité à pouvoir aller au-delà de nos tendances. Quelqu'un qui est un grand thyroïdien, qui est avide de jouissance de tout type, mais s'il travaille très fort sur sa glande endocrine, mais pourra dépasser cette tendance. C'est pas on n'est pas déterminé. On n'est pas comme les animaux, on n'est pas né avec une obligation d'être dans un carcan. Non, on a une tendance. Alors on n'est pas victime, voilà, de cet atavisme. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Alors qu'est-ce que je pouvais comme question principale. Alors est-ce qu'on peut me rappeler ce qu'il y avait encore d'autres comme questions dans les trois questions? Il y avait aussi quelque chose sur la sérotonine, mais bon, c'était... Oui, non, mais parce que je me permets de poser cette question parce que finalement, les développements récents, on se rend compte du rôle tout à fait fondamental de la sérotonine, donc qui est un neurotransmetteur qui agit au niveau du système nerveux central et qui est en fait les substances qui sont utilisées comme antidépresseurs sont utilisées essentiellement pour moduler la recapture. Et là, on a des effets spectaculaires, hein, c'est-à-dire on a des gens qui peuvent passer d'un état d'euphorie à un état de dépression profonde. On a même corrélé le fait chez des populations et ce de manière tracée, statistique. Là, on pourrait donner des articles sur PubMed sur la corrélation entre cette sécrétion de sérotonine et l'agressivité des personnes. Donc c'était juste une remarque par rapport à votre remarque, c'est-à-dire que de ce point de vue, la sérotonine agit sur le système nerveux central. Mais alors je vais répondre tout à fait simplement, mais oui, effectivement, la sérotonine agit sur le système nerveux central, c'est tout à fait juste, et votre remarque est tout à fait judicieuse d'ailleurs, mais il faut savoir que donc la sérotonine, vous le savez d'ailleurs bien mieux que moi, apparemment, c'est que la sérotonine, donc comme vous l'avez dit, c'est un neurotransmetteur, donc c'est un accélérateur de la transmission qui va se faire. Mais c'est nullement, disons, le précurseur, par exemple, comme l'hormone thyroïdienne. Donc c'est-à-dire que sur une tendance existante, sur une transmission qui s'effectue le long d'un nerf pour remonter vers le système nerveux central, eh bien, vous avez la sérotonine qui va être là pour exciter
cette transmission. Donc, par exemple, si vous avez une personne qui est dépressive, quel effet aura la sérotonine? Eh ben, c'est une personne qui, par exemple, pour laquelle la transmission est faible, la sérotonine va être là. C'est un peu l'huile dans l'engrenage, si vous voulez ce que je veux dire. Mais si le moteur est foutu, vous pouvez mettre autant d'huile que vous voulez, l'engrenage ne se fera pas mieux. Je sais pas si je me fais un petit peu comprendre. La remarque est judicieuse, hein, mais c'est pas suffisant. Le système des glandes endocrines, parce que faut savoir que que l'excitation, les états d'euphorie, etc., sont impossibles sans thyroïde. Vous pouvez avoir toute la sérotonine que vous voulez. Si la personne n'a pas de thyroïde ou une sécrétion de thyroïde inexistante ou très faible comme un hypothyroïdien congénital, eh bien, il n'est plus possible, même avec sérotonine, pour cette personne d'éprouver la moindre euphorie. Donc voilà, la sérotonine effectivement est un neurotransmetteur très 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 efficace, mais je vais comparer ça peut-être un peu faussement, mais à l'huile dans l'engrenage, à ce qui va permettre de faire circuler l'information plus vite. Mais c'est pas elle qui est à la base de l'information. Voilà. Merci pour cette réponse. Alors là, il y a deux grandes questions que j'aimerais un peu résumer. Quelqu'un nous demande par exemple quelles seront les avancées concrètes de la médecine si elle reconnaît l'endocrinopsychologie. Alors je crois que par l'étendue des thèmes abordés, des livres, hein, des références qu'on a données, on voit à quel point l'endocrinologie permet de donner une réponse à de grands problèmes humains. Et question à laquelle va répondre Cyril, qui permet aussi peut-être de donner une idée de cette étendue. C'est une question donc plutôt voilà concernant le déroulement des séances, des séances de dersonvalisation et peut-être un exposé rapide de quelques cas qui permettent de donner l'idée en fait de l'impact que peut avoir l'endocrinopsychologie. Alors effectivement oui, la darsonvalisation, donc la méthode de soin par les champs magnétiques, donc c'est la méthode qui est préconisée au cabinet de Jean Duchazot à Paris. Donc c'est une méthode, donc comme je disais tout à l'heure, de soins par les champs magnétiques. C'est une méthode qui va en fait donc ces champs magnétiques, pour expliquer ça simplement, vont provoquer une sorte de mini, on va dire, agression dans le système des glandes endocrines. Ce qui va obliger la glande génitale interstitielle à réagir pour provoquer un équilibre général au niveau des autres glandes. Donc c'est quelqu'un qui est par exemple qui est nettement déséquilibré, qui a une tendance par exemple thyroïde trop forte ou des choses comme ça, ou l'hypophyse ou peu importe. Eh bien, cette personne-là, grâce à la sécrétion donc de la glande génitale endocrine, va pouvoir se rééquilibrer. Et celle-ci, en fait, va être permise par cette petite excitation qui aurait été subie lors de ce champ magnétique. Au fur et à mesure de ces séances, l'état va aller en s'améliorant. Pourquoi? Parce qu'on va provoquer une sorte d'enregistrement. Donc un automatisme à nouveau. Hein, donc les comportements s'enregistrent, que ce soit positif ou négatif, et au fur et à mesure du temps, les engrammations vont se faire. Hein, les engrammations, donc ça c'est l'enregistrement dans le cerveau, vont se faire et vont permettre de faire en sorte justement que on ait une habitude à l'équilibre. Voilà. Simplement pour dire les choses simplement. Alors des cas, j'ai quelques feuilles ici en dessous de moi où j'avais pris des cas concrets de personnes qui avaient été soignées par la méthode, parce que bon, se souvenir comme ça quand on est en live, c'est pas toujours évident. Alors, voilà, ici il y avait un cas donc d'une personne qui avait été consultée, donc c'était une personne de 29 ans. Voilà, donc il a expliqué le cas en détail. Alors, monsieur X, 29 ans, célibataire, employé de banque, sujet timide, craintif, émotif, rougissant facilement, mal adapté en société, craignant les contacts, introverti dans certaines situations, tremblement, sueur, bouffée de chaleur, etc. Alors voilà, 3 séances de darsonvalisation. Donc, comment ça fonctionne la darsonvalisation, je ne l'ai pas dit. On place une électrode sur l'abdomen, une autre électrode sous le dos, et en fonction de la résistance de la personne, on active donc le champ magnétique, toujours au minimum au départ, et après on augmente en fonction de la réaction de la personne. Tout est à nouveau basé sur l'équilibre, et donc il faudra que
que la personne qui pratique soit à l'écoute de son patient. Donc au bout de 3 séances, cette personne se sent un peu différent, trouve de meilleures réactions vis-à-vis de ses collègues. Bon voilà, 3 séances. La 5e séance, il sent un net changement. Il se contrôle mieux, il a moins peur d'aborder les autres, se concentre plus facilement et dit contrôler beaucoup mieux son imagination. Il est plus confiant en lui-même et remarque un net affermissement de la volonté. Voilà. 9e séance. Les phénomènes de tremblement, les bouffées régressent nettement. Le patient est d'autant plus enthousiaste que c'était là des phénomènes visibles et fort angoissants pour lui. Le sujet dit se sentir vraiment bien. Aucune méthode ne m'a amélioré ainsi, disait le patient. Alors 12e séance. Se sent toujours dynamique, plus ouvert, nettement plus sûr de lui, cherche à se faire des relations, des amis, etc. Il dit avoir beaucoup plus d'aplomb qu'avant. Et finalement, 15e séance, il raconte que lors d'une réunion générale de tous les services de la banque où il travaillait, il fut confronté à une situation où ses réactions furent étonnantes. À la fin de la conférence, il a osé se lever, interpeller l'orateur et lui faire part de son avis sur un sujet. Enfin bref, un cas remarquable, par exemple, d'une personne qui, grâce à cette méthode, a quelque part on va dire, acquis une liberté. C'est-à-dire cette personne a pu, grâce à cette méthode, augmenter, donc premièrement, on va dire d'un point de vue technique, la sécrétion de sa glande endocrine, mais de cette manière-là, augmenter sa liberté, c'est-à-dire passer outre ses pulsions, c'est-à-dire les pulsions négatives comme positives. C'est-à-dire que c'était sa thyroïde qui, par son hypofonction lors du contact avec les autres, l'empêchait d'être dans une bonne situation d'adaptation, et de cette manière-là, grâce à ces séances, en fait, il a pu rétablir un équilibre. Donc voilà, simplement ce que je peux dire sur ce cas-là. Alors il y a des tonnes d'autres cas, il y a des cas très très particuliers, mais il vaut mieux pas trop en parler pour certains parce que il y a des sujets assez personnels et il y a des sujets assez précis. Qu'est-ce que je peux dire mais disons que j'ai un cas en tête qui est quand même assez remarquable d'une fille qui avait un enfant hyperactif. Alors je dis qu'il y avait un enfant hyperactif parce qu'il ne l'a plus. Il n'est pas mort, il est là, mais il va mieux. Donc il avait un fils, je crois 3-4 ans, quelque chose comme ça. Et il avait fait pas mal de médecins, toutes sortes de méthodes. Ils en étaient presque venus à lui filer de la drogue, la drogue, entendons-nous, des médicaments pour calmer ses nerfs, comme disait le médecin, alors que ça n'a rien à voir. Et ce petit enfant qu'il a fallu déjà placer sur la machine, c'était déjà toute une expédition, il devait presque être à 2 pour le tenir, pour mettre les électrodes sur lui. Ce petit, au bout de quelques séances à peine, a commencé à se calmer, a commencé à réacquérir de l'attention. Donc l'attention, c'est comme la liberté, c'est ce qui permet de passer outre nos pulsions pour se fixer sur quelque chose et pas se laisser divaguer. Donc ça, c'est un cas assez remarquable également. J'ai également en tête des cas de base d'eau. Donc le base d'eau, en fait, c'est les hyperthyroïdies assez marquées. Donc c'est des personnes qui ont la thyroïde qui fonctionne très très fort. Alors des personnes assez agressives, assez très 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 excitées tout le temps, assez maigres d'ailleurs parce qu'elles crament toute leur graisse en fait avec la thyroïde. Et il y a des résultats qui sont très 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 surprenants. Hashimoto également. Donc par exemple pour l'Hashimoto, vous avez la plupart des médecins qui vous disent voilà, c'est en fait votre système immunitaire qui sécrète des anticorps contre votre thyroïde et qui combat votre thyroïde, et ce qui fait que voilà, à terme en gros il faudra enlever votre thyroïde. Alors qu'est-ce qu'on fait? On donne des extraits glandulaires et on leur dit voilà, c'est une hypothyroïdie d'Hashimoto. Bon, déjà il faut savoir que l'Hashimoto n'est pas une hypothyroïdie, mais c'est une hyperthyroïdie paradoxale, donc c'est-à-dire que c'est une hyperthyroïdie qui allait tellement loin dans la section et dans la fatigue quelque part, qu'elle est tombée en hypofonction, par fatigue, simplement. Et alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent encore des excitants thyroïdiens pour la réveiller, mais elle n'a pas besoin d'être réveillée, cette thyroïde, elle a juste besoin de se reposer. Et bref, bon, il y a des cas comme ça, j'en ai encore des dizaines, mais là, je peux encore en parler pendant 3 heures.
Je sais pas ce que je peux dire de plus. Si on peut préciser un peu les cas pratiques, c'est avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup de cette réponse très complète hein, qui permet d'aborder, d'expliquer à quel point l'endocrinologie peut avoir des effets positifs sur tout un tas de cas déséquilibrés et très très variés selon leur des adaptations. Alors, pour terminer à peu près le panel, puisque comme on disait, c'est une introduction ici à l'endocrinologie, alors ici il y a des questions très précises, mais pour terminer à peu près le panel, enfin ce que j'estime pouvoir être le panel de l'endocrinologie, il y avait une question sur la méditation, enfin sur le yoga, pour savoir si par exemple la méditation, le contrôle des émotions pouvait avoir une influence, une influence positive sur les glandes endocrines. Mais déjà, il faudrait préciser c'est quoi le contrôle des énergies. Alors si la personne veut elle-même prendre la parole, elle le peut. Ce sera notre dernière question. J'étais plus précis, je parlais du yoga Kundalini qui, entre autres exercices, stimulait la fonction de certaines glandes. Mais alors, on peut répondre assez simplement par rapport au yoga, la méditation en général. Alors, je vais dire qu'à ma connaissance, il y a deux formes de méditation qu'il faut quelque part bien faire la distinction entre les deux. Excusez-moi, j'ai un petit souci. Donc, je disais, il y a donc deux sortes de méditation. Il faudra faire la distinction donc entre les deux. Il y a la méditation, on va dire, qui est, donc je connais plus très bien le nom de cette méthode, mais c'est une méthode qui vous permet de rester complètement à l'écoute et de ce qui se passe autour de vous. Donc, c'est-à-dire dans une perception très globale, en fait, qui se rapporte très fort en fait à la prière, parce qu'elle est, disons, attentive. Donc, celle que vous pouvez vous fixer sur une idée précise, la développer, parler éventuellement. Et donc ça c'est une forme de méditation donc, qui fait naître donc l'attention. Donc cette méditation là qui fait naître qui fait venir intervenir je veux dire l'attention. Évidemment l'attention fait naître la glande génitale endocrine. Forcément ça va aller dans son appui. Donc c'est-à-dire que à nouveau par des phénomènes d'engrammation etc. Vous allez pouvoir imprimer de nouvelles habitudes et faire en sorte de développer de plus en plus votre glande endocrine. Alors il y a une deuxième forme de méditation, mais c'est ce que j'appelle la méditation désadaptative. Donc c'est-à-dire les gens qui font totalement le vide autour d'eux, le vide en eux. On m'a toujours appris, bon c'est peut-être ma connaissance religieuse qui dit ça, mais que la nature a horreur du vide et qu'à partir du moment où vous videz complètement, vous vous ouvrez à tout et n'importe quoi. Donc c'est-à-dire qu'il y a des énergies, mais des énergies positives et des énergies négatives. Hein, et le bien existe, mais le mal aussi. Ce qui fait que vous vous retrouvez dans un état, on va dire, totalement désadaptatif et qui vous entraîne en fait peu à peu dans une hypothyroïdie. Alors ça peut être efficace pour certaines personnes, notamment les personnes extrêmement thyroïdiens. D'ailleurs, il faut remarquer que c'est souvent ces gens-là qui sont très attirés par ce genre de thérapie. Il suffit de regarder un petit peu dans les cours de yoga. Je connais quelqu'un qui est prof de yoga et donc j'avais un jour pu discuter avec lui et voir un peu ses élèves et je m'étais fait la remarque justement que toute la salle en fait était composée pratiquement de thyroïdiens. C'est assez curieux. Et donc le yoga en fait, certains yogas, hein, pas le premier que j'ai cité, est un yoga donc désadaptatif qui va nous couper quelque part de ce qui nous entoure et nous couper du monde plutôt que de nous relier à un point fixe, à une attention, et qui fait que pour moi, hormis certains cas, parce qu'à nouveau tout le monde n'est pas pareil, mais il va provoquer plus un déséquilibre qu'un équilibre général. Donc voilà moi ce que j'en pense, ce que j'en dis, voilà. Je parlais pas de méditation, hein, Fortin a abordé sur ma question parce qu'il ne connaît pas le sujet. Je parlais d'exercices physiques, d'exercices de respiration qui sont tous sauf méditatifs hein, et qui sont particuliers surtout de la pratique Kundalini du yoga. Hein. Alors là, moi je pourrais répondre moi-même, puisque le point commun de toute forme de méditation, c'est l'exercice respiratoire.
Non, enfin, on peut aussi reporter les gens au petit opuscule d'Alexis Carrel sur la prière. Ça pourrait aussi rentrer dans le cadre du débat, hein, de la question et de la réponse. Donc là, je pense que le sujet est à peu près clos, à moins que Cyril veuille ajouter quelque chose. Mais j'ai rien de bien particulier à ajouter. Ah, Rien à ajouter. Il y avait une question par exemple sur la pilule. Alors qu'est-ce que tu peux en dire? mais la pilule, on peut répondre très rapidement, hein. Qu'est-ce que la pilule, si ce n'est, en fait, qu'est-ce que va faire la pilule? La pilule va provoquer un état, donc c'est-à-dire que vous avez chez la femme donc une sorte de d'état, donc vous avez les règles qui apparaissent, vous avez un cycle, hein, le cycle menstruel qui est là, qui est déterminé. Ce cycle peut être plus ou moins variable, c'est certain que toutes les femmes n'ont pas un cycle qui est totalement identique, mais qu'est-ce que va faire la pilule? La pilule va, disons, forcer ce cycle, va quelque part encadrer ce cycle naturel, qui est naturel au départ, elle va l'encadrer. Donc c'est-à-dire qu'en encadrant ce cycle, elle va quelque part enchaîner la glande génitale endocrine à nouveau, et les effets peuvent se déduire très facilement. À partir du moment où vous enchaînez votre glande génitale endocrine, vous la diminuez dans ses capacités, et quelque part, on arrive toujours au même problème. C'est-à-dire que vous allez petit à petit entraîner des habitudes, non seulement, bref, il y a des tonnes d'études qui ont été faites là-dessus. Bon, là-dessus, je vais peut-être pas m'avancer parce que je suis pas au point à ce sujet-là, parce qu'il y a des gens qui ont dit que c'était cancérigène, choses comme ça. Bon, là, je m'avancerai pas, je ne sais pas du tout. Mais moi, ce que je peux en dire, c'est que la pilule va provoquer le cycle. C'est-à-dire qu'au lieu d'être quelque chose de tout à fait libre et qui est dû à la base, donc à l'hypophyse, mais ce cycle va devenir va être encadré, et ce qui fait que ça va laisser peu de place à la sécrétion endocrine qui va se trouver enchaînée simplement, et donc peu de place quelque part à nouveau à la liberté. Voilà, simplement, on peut dire ça comme ça. Très bien, merci beaucoup. Alors, il y a une question importante que tu n'as pas abordée jusqu'à présent, bon, qui peut faire sourire bien sûr, mais c'est quelque chose d'extrêmement important chez Jean Gauthier ou chez Jean Duchazot, c'est la question de la masturbation. Est-ce que tu peux en parler? Oui, Jean-Marc, ça fait 2 fois que tu lances la piste, t'avais envie d'en parler. Je dis pas que tu te sens concerné. Loin de moi cette idée. Non, voilà, la masturbation, qu'est-ce qu'on peut en dire? Jean Gauthier et Jean Duchazot en ont parlé très longuement. C'est-à-dire, c'est très long et très la masturbation. Que va provoquer la masturbation? C'est-à-dire qu'en fait, déjà, elle va faire appel, premièrement, déjà forcément à la thyroïde, parce que comme on l'a dit, quelle est la glande de la jouissance sexuelle? C'est la thyroïde. Hein, donc ça, c'est déjà un premier point. Mais deuxième point, plutôt que d'avoir affaire à un partenaire pour qui donc on éprouve de l'amour, là on se retrouve tout seul avec notre imagination. Mais l'imagination, c'est quoi? L'imagination, à nouveau, c'est la thyroïde. Et donc, que va provoquer, donc pour faire très simple, que va provoquer la masturbation? Mais une attaque sur 2 plans en même temps de la thyroïde. C'est-à-dire que la thyroïde se fait attaquer, entre guillemets, de à gauche et à droite. Et ce qui fait qu'elle peut se vider complètement de sa substance et entraîner une chute lorsque cette pratique est répétée et à nouveau enregistrée, une fatigue intense de la thyroïde. Alors, Jean Gauthier et Jean Duchazot, dans leur livre, parlaient de plusieurs conséquences qu'ils croient être dues donc à la masturbation, et pas des moindres. Parce qu'en fait, à partir du moment où vous fatiguez votre thyroïde, qui est la glande de la vitalité par excellence, mais voilà, c'est très simple.
C'est la glande qui a la seule qui avait une action sur toutes les activités, toutes les fonctions humaines, c'est la thyroïde comme on l'avait dit au départ, mais forcément ça va s'en ressentir. Si vous avez une thyroïde qui est esquintée, qui est complètement foutue, il faut pas s'étonner après que ça va s'en ressentir sur des tonnes des tonnes des choses, parce que ça peut aller dans tous les comportements végétatifs comme la digestion, des choses comme ça, mais également dans les troubles mentaux. Donc voilà ce que je peux en dire. Je peux préciser encore un peu plus, mais voilà, est-ce que c'est suffisant Bon, merci beaucoup. Important, enfin, en tout cas, ça prend une grande place dans les écrits de Gauthier Duchazot. Donc, c'était pas moi spécialement qui voulais en parler, mais bon. Je plaisantais. Pour revenir à la méthode de Darsan-Validation, pour savoir combien de Tesla sont nécessaires pour avoir une réaction donc lors de la méthode de Darsan-Validation, pour avoir donc cette réaction positive. Alors excuse-moi, ça a été complètement entrecoupé ce que tu m'as dit, donc j'ai pas compris. Alors lors de la méthode, lors des séances de Darsan-Validation, avec l'utilisation de la machine placée sur avec des capteurs placés sur l'abdomen, etc. Combien de Tesla ou de volts sont-ils nécessaires pour obtenir une réaction? Mais en fait, on peut répondre tout simplement que c'est pas du tout une question de Tesla, mais c'est une question de fréquence. C'est la fréquence qui est importante. En fait, la fréquence, il y a une tranche, mais disons que pour faire simple, elle doit se situer aux alentours du mégahertz. Donc, ce qui était considéré comme des hautes fréquences à l'époque est considéré maintenant comme une simple moyenne fréquence. Donc, ce qui est très important, c'est que le champ, au-delà de la force, de l'intensité du champ, mais c'est la fréquence qui compte. C'est ça qui est très important. Donc, donc ça va de 1 MHz à 10 MHz. Et à partir du moment où vous êtes là-dedans et que vous pouvez moduler, hein, effectivement, il y a des gens qui sont plus réceptifs à 3, d'autres plus réceptifs à 8, etc. Bon, là, on module comme on veut. Mais ce qui est important, c'est la fréquence. C'est là-dedans qu'il faut se retrouver. Et après, c'est du réglage en fonction des personnes. Il y a des personnes qui vont être plus réceptives à plus ou moins de mégahertz. Bon, ça, c'est une question de ressenti. C'est-à-dire que, à nouveau, tout va se baser sur quand vous êtes avec un patient, quand vous êtes avec une personne, il faut être à l'écoute. Hein. Il faut savoir, bon ben voilà, est-ce que ça a été mieux? Ben écoutez, la dernière séance, je me suis senti assez fatigué, c'était un peu trop fort. Ben voilà, donc là, à ce moment-là, on sait qu'il faut baisser. Par contre, si la personne n'a rien senti du tout, ben on sait qu'on peut y aller un peu plus franchement. Voilà. Le reste après, c'est de la manipulation entre guillemets, c'est de la pratique. Et donc voilà ce que je peux en dire. Très bien, cette conférence du dimanche 17 juillet avec Cyril Cousins et son introduction à l'endocrinopsychologie est donc terminée. Nous vous donnons rendez-vous à une prochaine conférence dès dimanche prochain. Merci. Et encore une fois, désolé des petits désagréments techniques et des petites coupures que vous devez probablement ressentir à l'enregistrement. Merci.